Qu'est-ce que le tarot? On peut tenter d'approcher l'identité originelle du tarot en précisant ce qu'il n'est pas. Le tarot n'est pas un oracle. La pratique de la divination ne s'installe que tardivement dans l'histoire du tarot, à la fin du XVIIIe siècle environ, soit plus de 3 siècles après sa naissance, ce qui signifie que 3 siècles durant, le tarot fut employé comme un objet non divinatoire. Certes, un devin aujourd'hui peut bien faire de la divination avec le tarot. Pas de problème, comme avec tout autre objet qui l'inspirerait d'ailleurs, le marc de café, la forme des nuages, les lignes de la main, une boule de cristal. Mais ce n'est pas parce qu'un voyant peut employer le tarot pour prédire l'avenir qu'il faut en conclure que le tarot est un oracle. Le tarot n'est pas un traité d'astrologie non plus. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les traités d'astrologie de la Renaissance, comme Desfaera par exemple. On s'aperçoit alors que le tarot n'est pas de ce genre-là. Par contre, on trouve de l'astrologie européenne dans le tarot. Ce point paraît acquis. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'astrologie dans le tarot qu'on peut en conclure que le tarot est un traité d'astrologie. Le tarot n'est pas non plus un système numérologique. Pour s'en convaincre, il suffit de se référer à ce qu'étaient les systèmes numérologiques anciens, tels que la guématrie hébraïque par exemple, ou l'arithmomancie pythagoricienne. On s'aperçoit alors que le tarot n'est pas de ce genre-là non plus. Par contre, on trouve un peu de symbolique des nombres dans le tarot. Ce point paraît acquis. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un peu de symbolique des nombres dans le tarot qu'on pourrait en conclure que le tarot est un système numérologique. De la même façon, le tarot n'est pas un traité d'alchimie. Il suffit pour s'en convaincre de prendre connaissance des traités d'alchimie du Moyen-Âge et de la Renaissance, comme Aurora Consurgens par exemple. On s'aperçoit alors que le tarot n'est pas de ce genre-là. Par contre, on retrouve un peu de l'esprit de l'alchimie chrétienne dans le tarot, ce point paraît acquis. Mais ce n'est pas parce qu'on retrouve un peu de l'esprit de l'alchimie chrétienne dans le tarot qu'on peut en conclure que le tarot est un traité d'alchimie. Le tarot n'est pas non plus un recueil illustré de mythes gréco-romains. Il suffit pour s'en convaincre de contempler les œuvres picturales mythologiques qu'ont laissées derrière elles les cultures hellénistiques et latines. On s'aperçoit alors que le tarot n'est pas de ce genre-là. Par contre, on trouve des évocations à la mythologie gréco-romaine dans le tarot, ce point paraît acquis. Mais ce n'est pas parce qu'on trouve des évocations à la mythologie gréco-romaine dans le tarot qu'on peut en conclure que le tarot est un recueil illustré de mythes gréco-romains. Le tarot n'est évidemment pas un système figuratif provenant de l'Égypte pharaonique. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner les systèmes figuratifs de cette civilisation, l'écriture hiéroglyphique par exemple. On s'aperçoit alors que le tarot n'est pas de ce genre-là. Par contre, il comporte une illustration, 2 tout au plus, qui s'inspire possiblement de la mythologie égyptienne. Ce point paraît acquis, mais ce n'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 illustrations d'inspiration égyptienne dans le tarot qu'on peut en conclure que le tarot est un système figuratif provenant de l'Égypte pharaonique. Le tarot n'est résolument pas une relique sacrée, intemporelle, qui renfermerait toutes les connaissances du monde, les clés de l'univers, les trésors de l'humanité, voire les secrets de la vie éternelle, comme on peut l'entendre parfois ici et là, au détour d'une conférence, d'un livre, d'une publicité. Le tarot n'est pas non plus une œuvre universelle, comportant une parcelle de la sagesse de chaque peuple et délivrant un message adressé à chaque peuple en retour, non. Tout au contraire, le tarot est une œuvre temporelle, limitée, conditionnée, finie. Le tarot a une origine et une date de naissance. Il est tout imprégné par la culture qu'il a vu naître. Le tarot est fils de son temps, comme de sa terre natale, et ses créateurs, quoique inconnus pour le moment,
appartenait aussi au siècle qui fut le leur. Car le tarot est né au nord de l'Italie, au XVe siècle de notre ère, au début de la première Renaissance, dans le pays de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, Italia. Et pourtant, malgré cela, le tarot n'est pas non plus un livre liturgique chrétien. Il suffit pour s'en convaincre de regarder un bréviaire clérical, un livre d'heures laïque ou encore un missel du Moyen-Âge classique. On s'aperçoit alors que le tarot n'est pas de ce genre-là. Par contre, il y a beaucoup d'iconographie chrétienne dans le tarot, ce point paraît acquis. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'iconographie chrétienne dans le tarot qu'on peut en conclure que le tarot est un livre liturgique chrétien. Mais alors, si le tarot n'est ni un oracle, ni un traité d'astrologie, ni un système numérologique, ni un traité d'alchimie, ni un système figuratif égyptien, ni un recueil illustré de mythes gréco-romains, ni une relique sacrée intemporelle universelle, ni un livre liturgique chrétien, qu'est donc le tarot ? Le tarot est un jeu de cartes. Un jeu de cartes à lever, comme l'ombre, le bridge ou la belote. Un jeu de cartes dont le but originel était d'amuser celui qui joue avec, comme tous les autres jeux de cartes, de hasard et de société. Un jeu de cartes de la Renaissance italienne qui se joue avec un paquet spécial de 78 cartes et non plus de 52 seulement. Un jeu de cartes dont la principale spécificité, bien plus importante que le fait que ces suites numérales comportent 14 cartes au lieu de 13, est de proposer une suite d'atouts richement illustrés, uniques et originales. Ces fameux arcanes majeurs, tels qu'ils furent baptisés ainsi par les occultistes du XIXe siècle. Des triomphes, en fait, des atouts, 22 triomphes, 22 atouts. Voilà ce qu'étaient les noms originels de ces 22 cartes. Au-delà du rôle précis que cette suite de 22 atouts joue dans une partie de tarot classique, elle propose une vingtaine d'images allégoriques, métaphoriques, symboliques, archétypales, qui offrent au regard de celui qui les contemple un bien étrange carnaval. Char de triomphe mené par un commandant d'armée, squelette muni d'une faux, roue autour de laquelle tournent des êtres mi-hommes, mi-bêtes, pèlerin fou flanqué d'un petit chien marchant, les yeux au ciel, soleil à face humaine réchauffant deux garçons en culottes courtes qui s'étreignent ou se battent devant un mur d'enceinte. Ces images qui nous viennent d'un autre âge semblent avoir un message à nous délivrer, semblent avoir un message qu'il faudrait décrypter. À bien y regarder, il paraît évident que cette suite d'atouts représente en elle-même un système de représentation du monde. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'indiquent à cet égard les rares sources historiques que nous avons en notre possession ? Ouvrez les guillemets, le plus ancien document connu décrivant une liste des 22 atouts du tarot est un manuscrit de la fin du XVe siècle, nous informe l'historienne Isabelle Nadolny dans son livre « Histoire du tarot ». Or, le compilateur de ce dit manuscrit explique la chose suivante, ouvrez les deuxièmes guillemets, il y a en fait dans le tarot 21 triomphes qui sont les 21 degrés d'une autre échelle qui envoie dans les profondeurs de l'enfer. Ainsi, à l'instar de bien d'autres œuvres de la Renaissance, la suite d'atouts du tarot, si on la prend à part, pourrait être vue comme un système de représentation du monde humaniste. Un système du monde qui souhaite faire la synthèse entre le catholicisme traditionnel d'un côté et les humanités classiques gréco-romaines de l'autre. Un système du monde qui tâchait
de faire fonctionner ensemble les grandes sciences de son temps, la théologie et l'astrologie. Un système du monde qui, par les 22 images de sa suite d'atouts, illustrait le thème classique de l'ascension de l'âme, offrant ainsi un second but aux joueurs qui s'exercent, cultiver la vertu pour accéder au ciel, une vertu à la fois religieuse, chrétienne et philosophique, païenne. En conclusion de cette introduction, on pourrait dire que le tarot est un jeu de cartes, mais qu'il n'est pas qu'un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes dont les fonctions initiales étaient à la fois ludiques, didactiques et philosophiques. Dans les siècles suivant sa naissance s'ajoutèrent les fonctions divinatoires, psychologiques, thérapeutiques qu'on lui connaît aujourd'hui. Si je devais me prêter au jeu d'une définition du tarot qui se voudrait complète, je proposerais sans doute la définition suivante. Le tarot est un jeu de 78 cartes dont la principale spécificité est de comporter une suite supplémentaire de 22 atouts permanents, dont 21 triomphes, et un atout spécial qui n'est pas vraiment un triomphe, le fou, appelé aussi le mat. Atout spécial qui ne vaut rien dans le jeu de tarot puisqu'il ne permet à aucun joueur de faire un pli, une levée, mais qui peut être utilisé comme excuse pour ne pas jouer, pour passer son tour, et qui rapporte des points supplémentaires à la fin d'une partie au joueur qui l'a conservé. Donc, atout tout à fait spécial, le fou. En outre, les 22 images de la suite d'atouts du tarot sont tout autant d'allégories qui constituent un système de représentation du monde calqué à la fois sur le modèle chrétien de l'ascension de l'âme et sur le modèle antique de la quête du héros, représentation des épreuves de l'âme incarnée sur la terre, tombant jusqu'aux enfers, puis remontant vers Dieu au gré d'une ascension céleste. Ainsi, à l'origine, le tarot est un jeu de cartes, mais qui ne peut pas être réduit qu'à son aspect ludique. Un jeu de cartes spécial, par conséquent, particulier, puisqu'il possédait sans doute une double fonction dès l'origine, amuser et instruire en amusant. Le credo de l'humanisme renaissant, les amis. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Simon Ferrandou, le fondateur de l'école du tarot réaliste, une école de tarot en ligne qui dispense des cours sur l'étude du tarot, qui dispense des cours sur la pratique du tarot au travers des tirages. L'école du tarot réaliste a été fondée en 2023. On va fêter ses 2 ans d'ici un mois et vous serez conviés d'ailleurs au live YouTube en ligne que je donnerai pour l'anniversaire des 2 ans de cette voie réaliste du tarot. Je suis tarologue, praticien, auteur, chercheur en indépendant et je suis étudiant à l'école du tarot et comme vous l'avez vu dès cette introduction, mon dada à moi et ce que je vous propose à vous, public intéressé, c'est de faire entrer le tarot dans le champ de l'histoire de l'art, c'est de faire entrer le tarot dans le champ des sciences, de le rendre en fait objet scientifique, objet observable, compréhensible, palpable. Ce que je vous propose concernant l'étude du tarot, c'est de se rendre compte que depuis 40 ans, les historiens, les universitaires, les chercheurs indépendants ont mis à jour un grand nombre de savoirs objectifs sur l'objet qui nous occupe, le tarot de Marseille. Et je suis là pour ça ce soir, pour répondre à vos questions. Alors pourquoi je fais ce live ? Eh bien la raison est bien simple. Je vais continuer à vous partager quelques notions et puis ensuite je commencerai à répondre aux questions des internautes qui sont les plus fréquentes et puis si vous en avez des questions en live dans le chat, eh bien je les prendrai. Et pour ceux qui regardent cette vidéo en replay, eh bien si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et je tâcherai d'y répondre autant que faire se peut. Si je connais la réponse, sinon je vous renverrai vers d'autres ressources mieux renseignées que moi. Donc je vous disais pourquoi je fais ce live ce soir. Eh bien, je vais vous dire tout de suite la raison. Depuis un certain temps,
Et sachez que je m'intéresse à tout ce que font mes collègues, qu'ils soient voyants, tarologues en thérapie psychologique, quelle que soit en fait leur pratique du tarot, les devins, les psychanalystes qui utilisent les cartes de tarot. Je les écoute tous, je m'intéresse à vos travaux à tous et je vais vous écouter si vous êtes là ce soir, chers amis tarologues, à mes heures perdues, la nuit, quand j'arrive pas à dormir ou alors quand j'ai 1 heure entre midi et 2, je vais me connecter sur vos lives, sur vos chaînes YouTube, sur vos moments de partage. J'écoute tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, parce que je suis vraiment passionné par toutes les formes du tarot. Et j'ai remarqué depuis un certain temps que dans vos lives, chers amis, parce que vous en avez fait plus que moi sur YouTube pour l'instant, je passais par d'autres vecteurs jusqu'à présent, eh bien je me suis rendu compte que votre public, en fait, de plus en plus, vous posez des questions sur le tarot historique. J'ai pu me rendre compte à différentes reprises. Et ça m'a beaucoup frappé parce que moi, c'est mon créneau. La voie réaliste du tarot, c'est ça. Étudier le tarot dans son contexte historique, social, culturel, philosophique, politique, pour pouvoir comprendre ses symboles selon la matrice originelle, en fait, des concepteurs du tarot, et pas selon notre regard à nous au XXIe siècle, qui est anachronique forcément. Donc moi, c'est mon dada, et quand je vois votre public qui vient vers vous pour vous demander « Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de tel aspect historique du tarot ? Ou est-ce que le tarot est né ? Est-ce que vous avez des choses à nous dire par rapport aux arcanes majeurs, mineurs, pourquoi l'ermite a un H, etc. » Des questions qu'on va voir ce soir. Eh bien, je peux observer que quelquefois, vous ne savez pas vraiment comment leur répondre. Et oui, parce que chacun a son créneau. Et en général, très peu de tarologues arrivent à la tarologie par l'aspect historique et encore moins scientifique du tarot. Donc quelquefois, je vois que vous ne savez pas vraiment comment répondre à ce type de question qui n'est pas forcément dans votre créneau. Par contre, moi, de mon côté, ça m'a donné une information, je crois, mais en tout cas que je pense comprendre, qui est la suivante, qui est que la demande du public, la demande de compréhension du tarot tel qu'il a été dans l'histoire au travers des siècles, eh bien, est croissante en vérité. Et je pense que c'est tout à fait normal. Depuis l'avènement d'Internet, eh bien, toute l'histoire du tarot qui avait été faite par des universitaires, des historiens et des indépendants pendant 20 ans, oui, 20 ans, eh bien, elle était un peu cachée, elle ne se diffusait pas. Et tout à coup, depuis Internet, cette recherche-là, l'histoire du tarot se diffuse beaucoup plus, et donc les internautes, en fait, qui sont très curieux, eh bien, entendent plein de choses, tout et son contraire en général, mais ils entendent parler d'un tarot qui serait né en Italie, ils entendent parler d'un autre côté de l'école néoplatonicienne de Marcille Ficin à Florence, et puis souvent je vois aussi que les gens sont un peu mélangés parce qu'ils entendent tout et n'importe quoi. Moi-même j'ai des étudiants qui me disent mais si toi tu dis ça et puis qu'un autre dit ça et puis qu'un autre dit ça, bon bah comment finalement on peut savoir qui quoi. Bon, les passionnés de tarot sont un petit peu des fois perdus. Voilà la raison de ce live ce soir. J'en ferai à partir de maintenant assez régulièrement, ce sera voilà, un type de rendez-vous avec vous, bien sûr, si ça vous intéresse. Moi, je propose de me rendre disponible certaines fois dans l'année pour pouvoir répondre à vos questions qui sont justement de cet ordre, d'ordre technique, d'ordre historique, et puis pour vous vulgariser en fait auprès de vous aussi ce qu'il se passe dans la recherche tarologique contemporaine et pour vous renvoyer vers des sources autres que moi qui sont absolument conséquentes et considérables pour pouvoir comprendre le tarot et le tarot de Marseille. Et puis je vous propose de me rendre aussi disponible pour pouvoir vous expliquer quand je le peux des notions qui peuvent paraître difficiles ou des questions comme celle-ci. Mais si toi tu dis ça et qu'un autre dit ça, comment on peut, je sais pas quoi, bon, voilà. Je peux très bien débrouiller un petit peu tout ça en vous faisant des propositions. Voilà l'objet de ce live ce soir. Comme je l'ai préparé, j'ai rempli en fait, j'ai préparé une liste de questions qui sont vraiment les questions que les internautes et certains de mes étudiants me posent le plus fréquemment. Et ce sont aussi des questions auxquelles je vais répondre ce soir, que j'ai vues, chers amis tarologues, chers confrères et chères consoeurs, dans vos propres lives, des questions qui demeuraient en général sans réponse, parce que vous ne saviez pas comment trop aborder la question,
Ou alors vous offriez une réponse de votre cru et moi je vais offrir des réponses de mon cru aussi qui viendront compléter. Donc voilà, c'est un petit peu en mélange ces questions. J'ai préparé cette liste, moi je vais la dérouler, je vais vous dire un peu les questions que j'entends le plus souvent sur le tarot. Je vais commencer avec 5-6 questions choisies, ce sera suffisant pour ce soir. Après on verra pour les autres lives, il y aura déjà suffisamment de matière. Et puis, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions en même temps qui vous viennent, mettez-les dans le chat. Si j'en vois, je les prends et j'y réponds de façon improvisée. Pour ceux qui voient en replay, vous mettez vos questions dans les commentaires et je fais une réponse si je suis capable de formuler une réponse. Sinon, je vous renvoie vers mieux renseignés que moi. Pour toutes celles et ceux qui voudront aller plus loin que la théorie de ce soir, parce que moi, je vais vous proposer de vous attaquer ce soir à l'étude du tarot, à la partie théorique. Mais je suis aussi praticien, je fais des tirages de tarot, j'utilise le tarot non pas en divination, mais en travail personnel, développement personnel, construction de soi. Donc tous ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez dès le départ dans le chat, tout en haut, un lien vers un atelier pratique, tirage de tarot inédit que j'ai créé pour l'occasion, auquel vous pourrez participer. Donc inscrivez-vous à cet atelier qui se déroulera le jeudi prochain, la semaine prochaine. Si vous voulez qu'on travaille la symbolique des cartes ensemble, mais dans le cadre de la pratique, ce qui est tout à fait différent pour moi, je fais vraiment la différence entre les deux. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais l'atelier pratique que je vous proposerai sera un tirage spécifiquement fondé sur le travail de notre rapport au monde et aux autres. Donc vachement intéressant. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez pour ceux qui auront envie de participer à cet atelier. Vous trouverez encore une fois le lien vers la billetterie dans le chat de ce live YouTube. Jeudi prochain, me semble-t-il, jeudi 3 juillet, si je ne me trompe pas de date. Pour toutes celles et ceux aussi qui veulent s'abonner à ma newsletter, vous avez aussi le lien juste en dessous de celui de la billetterie. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir l'actualité mensuelle. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à ma page YouTube, à ma chaîne, si vous voulez que régulièrement avoir accès à du contenu, etc. Et puis pouvoir entrer en relation avec moi lors de moments comme ça, improvisés, spontanés. C'est vachement sympa. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire et un like, c'est toujours bienvenu. Ça soutient en fait moi mon projet, l'animation de cette chaîne, tout ce que j'entreprends et dont je vous délivre et partage une partie en fait en accès libre comme ça sur mes réseaux sociaux. Vous me retrouverez aussi sur Facebook, sur Instagram et vous aurez aussi un lien vers mon site, un lien Linktree que vous pourrez consulter. Je fais des formations en ligne sur l'histoire du tarot et sur un thème spécifique, un thème tarologique appelé le gyrogramme, et des cursus de formation vont bientôt recommencer à partir de septembre. Donc voilà, si tout cela vous intéresse, vous pouvez le travailler en ligne tout au long de l'année avec moi. Et enfin, cet été, je ferai des universités d'été avec l'école du tarot réaliste. Et donc pour celles et ceux qui veulent participer, abonnez-vous à ma newsletter ou envoyez-moi vos coordonnées ou votre mail et je pourrai vous envoyer les informations sur tout cela. Voilà les amis, l'introduction est terminée. Je vais boire un verre d'eau, souffler et immédiatement après, je prends une première question et je commence à essayer d'y répondre. Le tarot de Marseille est-il le tarot originel ? Ah là là, cette question. C'est une question que je vois beaucoup et qui est déclinée à différentes sauces. J'observe certains tarologues qui travaillent avec des tarots qui ont été créés dans l'ère moderne, mais qui, paraît-il, sont des tarots restaurés des plus anciens tarots de Marseille, par exemple. Et donc, je vois souvent les étudiants de ces tarologues qui considèrent du coup, et puis ces tarologues eux-mêmes, qui considèrent que ce tarot, qui est un tarot restauré du tarot de Marseille originel, eh bien, du coup, c'est le tarot originel. Il y a cette déclinaison-là, cette configuration. Je vois beaucoup aussi de personnes passionnées de tarot qui, en fait, ne font pas de distinguo entre tarot et tarot de Marseille. Ils pensent ou ils considèrent que le tarot de Marseille, c'est le tarot. Non, le tarot de Marseille, ce n'est qu'un style iconographique parmi beaucoup. Il y a beaucoup de styles iconographiques différents dans les
tarot sur 6 siècles d'histoire, puisque, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, aujourd'hui, on connaît la date de naissance du tarot avec beaucoup de précision. Pour l'instant, le tarot est né vers 1435-1439, sans doute dans la ville de Florence, mais en tout cas dans le nord de l'Italie. Donc on est en plein 15e siècle. Et ce tarot-là, c'est pas le tarot de Marseille. Le tarot apparaît en Italie dans un style iconographique. Très très vite, il y a plusieurs styles iconographiques qui se démarquent et qui se distinguent, puisqu'il y a des tarots qui sont faits sur commande pour les hauts dignitaires, pour les princes, pour les aristocrates, et des tarots tout de suite aussi, de basse facture, avec une plus modeste iconographie, des tarots économiques. Donc, il y a des iconographies différentes aussi en fonction des villes. Déjà, juste en Italie, quand le tarot ne s'est même pas encore importé. Donc le tarot, déjà, quand il apparaît, on ne peut pas parler de tarot de Marseille. Ça arrive 2 siècles plus tard. Le tarot de Marseille, c'est un style iconographique particulier, qui a des racines italiennes aussi, sans doute milanaises, et qui, en passant par la ville de Lyon, a été introduit en France. Et donc, à partir du XVIIe siècle, pour l'instant, de ce qu'on peut retracer, apparaît le style iconographique tarot de Marseille, qui est un style unique que vous connaissez, qu'on adore, que j'adore, qui peut avoir plusieurs qualificatifs pour bien le définir. C'est un style naïf, je parle artistiquement parlant, c'est pas une critique. Bon, c'est à peu près comme ça qu'il est souvent défini, encore sur le marché de l'art aujourd'hui. Le style du tarot de Marseille est un style plutôt naïf. Et donc le tarot de Marseille, vous voyez bien s'il apparaît au XVIIe siècle, ce style iconographique, on ne peut pas dire que c'est le tarot originel, puisque le tarot est né 2 siècles avant en Italie. Vous comprenez? Donc ça déjà, c'est un distinguo très important qu'il faut pouvoir faire. C'est l'étude objective du tarot et l'histoire du tarot qui nous permet de comprendre ce type de notion de cette façon-là. Évidemment, il y a des ressources que je vous montrerai peut-être ce soir, que vous pouvez vous procurer. On a un expert des cartes à jouer, Thierry de Police en France, qui est une pointure mondiale, qui a par exemple publié Le Tarot révélé en 2013. Ce livre retrace toute l'histoire du tarot connue actuellement, à avoir dans sa bibliothèque quand on veut essayer de comprendre ce qui se passe avec cette œuvre. L'historienne, encore une fois française et archiviste à la Bibliothèque nationale de France, Isabelle Nadolny, a pondu ce magnifique ouvrage à la fois technique et de vulgarisation, donc très facile à lire, et en même temps très pointu, Histoire du tarot. Il est complet, il est paru en 2018, il faut avoir ça dans sa bibliothèque. Sinon, si on n'a pas ce type de ressources et qu'on ne les a pas lues, et qu'on s'est cantonné, aussi vaste soit notre lecture, au tarot ésotérique et occultiste et à ces lectures-là, on ne peut pas comprendre ce que je viens de vous dire là d'emblée, dès le départ. On ne peut pas bien assimiler que le tarot de Marseille, ce n'est qu'un style iconographique parmi des dizaines, voire des centaines d'autres, et que le tarot en soi, il ne se réduit pas au tarot de Marseille. Vous voyez? Donc ça signifie aussi ce que je viens de dire, qui est sourcé dans ces ouvrages-là d'historiens, si vous voulez vous y référer. Ça signifie forcément que, quel que soit le tarot de Marseille restauré, même si c'est le tarot de Marseille originel, on n'est toujours pas dans le tarot originel. Au mieux, avec un tarot de Marseille restauré qui serait le premier tarot de Marseille de l'histoire, admettons, on le retrouve et on le restaure, au mieux, avec ça, on aurait un tarot vieux de 2 siècles par rapport au tarot originel réel, vous comprenez ? D'ailleurs, moi, dans mon travail, et c'est ce que je propose à mes étudiants dans ma formation, je m'intéresse vraiment au tarot, pour le coup originel, mais qu'on ne connaît pas, mais qu'on essaye de pas restaurer, parce qu'on ne l'a pas, mais de reconstruire, à peu près, comment il aurait pu être, vous voyez. Vraiment, je m'intéresse au tarot tel qu'il est apparu, ou tel qu'il a dû apparaître, vraisemblablement en 1435-1439, à Florence ou Bologne, dans ce type de ville italienne. Qu'est-ce que c'était ce tarot-là? Quelles images, quelles figures d'atout? Quelles étaient à peu près les règles? Est-ce que ça avait beaucoup changé avec les règles du jeu du tarot actuel? Etc., etc. Donc voilà cette question que je vois souvent, qui est épineuse. Oh, le tarot de Marseille, est-il le tarot originel? Y a-t-il un tarot originel, etc. Oui, bien sûr. Il a existé un tarot originel. Il y a une personne ou plusieurs qui ont été dans l'histoire les auteurs et les inventeurs du tarot. Et un jour, peut-être qu'on les connaîtra.
C'est le cas avec d'autres jeux presque de la même époque de l'histoire de la Renaissance italienne, et on a fini par trouver les traités des créateurs de ces jeux de cartes, et du coup on connaît et l'auteur, et l'intention de l'auteur, et le pourquoi du comment des symboles, et je pense par exemple au proto-tarot commenté par Ross Caldwell, un proto-tarot milanais qui a été créé vers 1412-1415 par un Italien humaniste qu'on connaît, qui l'a fait sur commande et qui a écrit un traité qui va avec son jeu de cartes. Donc peut-être qu'un jour on retrouvera aussi le traité du créateur du tarot. C'est pas du tout exclu, ou peut-être qu'on ne le retrouvera jamais. Mais il faut bien se figurer qu'il s'agit d'une œuvre humaine, ça n'a pas été reçu par Dieu comme le Coran ou la Bible pour les croyants. Non, le tarot c'est une invention, pour traduire le latin de l'époque, invenzione, les Italiens disaient, c'est une invention, ça a été créé, et donc c'était un jeu de cartes, comme je vous l'ai décrit, avec une suite d'atouts allégoriques qui est, elle, en soi, un système du monde, représentation de l'ascension de l'âme, quoi. Donc il y a eu un tarot originel qui n'est pas le tarot de Marseille du tout en termes iconographiques, qui était sans doute extrêmement différent. Mais petit à petit, sur 6 siècles d'histoire, le tarot a évolué. Il a dépassé les frontières. Ross Caldwell, l'historien du tarot dont je vous ai parlé, dans ce livre d'ailleurs, a publié une carte de l'expansion du tarot depuis sa naissance, et on voit bien sur cette carte comment le tarot s'est répandu dans le monde. Il est né d'abord dans le nord de l'Italie, puis très vite il est descendu dans le sud, jusqu'en Sicile, puis ensuite il est remonté, il a passé les frontières, par Lyon il est arrivé en France. Les premiers tarots de Marseille sont lyonnais, aucun rapport avec la ville de Marseille. Ensuite, voilà, Suisse, plus tard encore Allemagne. Il y a des pays où le tarot n'a pas réussi à entrer à ces époques reculées. Il s'est arrêté un peu aux frontières de l'Angleterre, un peu aux frontières de l'Espagne. Il y avait des jeux concurrentiels qui étaient plus forts, donc les Espagnols et les Anglais n'ont pas voulu du tarot. Il ne s'est pas importé. Il est arrivé du coup beaucoup plus tard à l'ère moderne, à l'ère industrielle. Vous voyez, toute cette histoire est retracée dans les livres que je vous ai montrés. Et c'est avec ce type de ressources qu'on peut commencer à débrouiller tout ce qu'on entend sur le tarot et à surtout acquérir des savoirs objectifs. Et si vous vous intéressez à ma démarche et aux formations que je propose, c'est ça, en fait, moi, que je souhaite faire. Quand je vous transmets quelque chose, c'est comme un objet que vous pouvez prendre en main. C'est tout aussi tangible. Savoir objectif. Ça signifie que si vous allez consulter un autre tarologue qui s'intéresse à l'histoire du tarot, ce sera le même savoir qu'il aura lui entre les mains. S'il est au courant, ou si moi je suis au courant des mêmes choses que lui, si chacun suit la recherche. C'est comme ça que la science normalement fonctionne. C'est comme le langage mathématique, qui lui vraiment est universel, par exemple. Un japonais n'a pas un langage mathématique différent aujourd'hui d'un américain. Avec le même objet tangible, ils font de la science et de la recherche. Eh bien, le tarot, je l'envisage de cette façon. J'essaie de transmettre des savoirs qui soient objectifs, ce qui signifie normalement que toutes les personnes qui s'intéressent à l'objectivation du tarot sont censés avoir plus ou moins le même savoir, le transmettre. Vous voyez, pas de la même façon, la transmission est différente en fonction des personnalités, mais transmettre le même savoir. Vous voyez. Et là, j'en reviens un petit peu à mes étudiants ou aux vôtres, chers tarologues. Je vois qu'ils vous demandent aussi, mais si vous dites ça et qu'un autre dit ça, comment on fait la différence, etc. Ça ne peut se passer que auprès de tarologues qui ne s'intéressent pas à l'histoire du tarot et donc qui ne sont pas dans la transmission de savoir objectif. C'est une toute autre démarche, et chacun a sa place, il y a un créneau pour chacun, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut bien savoir où on se situe. Sachez que, par exemple, je vais citer des noms au hasard, si vous me consultez moi pour savoir ce que signifie le symbole du battleur à l'origine au XVe siècle dans les tarots italiens, le savoir que je vais vous transmettre aujourd'hui, eh bien ce sera le même que si vous allez consulter, par exemple, Andrea Vitali en Italie. Il n'est pas de la même nationalité que moi, il n'est pas arrivé au même résultat, il est arrivé au même résultat que moi, mais pas par la même recherche, mais c'est le même savoir à la fin. Le battleur, il vous dira que c'est un symbole, et moi, le symbole que je vous aurais donné, ce sera le même. C'est un langage objectif et objectivable, vous voyez. Et le battleur, s'il a des symboliques différentes chez différents tarologues, la seule façon de se retrouver avec une situation comme ça, c'est que ces personnes, ils ne sont pas dans une démarche de transmission objective du savoir, ils sont dans autre chose. Il y a plein de démarches différentes. Et moi, je dis aujourd'hui, à l'ère d'Internet et maintenant que
l'histoire du tarot a été faite, même si on n'aboutira jamais, mais elle a été faite dans un premier élan, il est important aujourd'hui que chacun se situe et se positionne. C'est très important. Pour ne pas tromper non plus le public et l'auditoire, et pour que chacun sache dans quel créneau il est. Et vous voyez, des fois, j'ai des personnes qui me posent des questions, par exemple, en divinatoire, et puis moi, je dis très bien, mais moi, je ne fais pas de divination. Pourquoi? Pas parce que je déconsidère la divination, non. Je considère que c'est un rôle social très important, mais c'est parce que je ne suis pas devin. Donc je dis, allez voir un bon devin, et là, peut-être que vous aurez une réponse à votre question. Par contre, si vous voulez des réponses sur l'étude et le savoir objectif du tarot, je peux vous apporter des choses que moi je connais. Si je ne sais pas, je vous renverrai vers des gens qui savent mieux que moi, vous voyez. Et si vous voulez pratiquer le tarot, pas en divination, mais en construction de soi, croissance personnelle et tout, je suis là aussi. Vous voyez, un créneau, et il faut avoir conscience de ce qu'on est capable de donner et dans quel créneau on se trouve. Je vois que plusieurs personnes se sont connectées. Je vais vous répondre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis absolument ravi d'être en votre compagnie, les amis. J'ai déjà beaucoup parlé. Tout ce que je dis doit commencer déjà parce que je secoue un peu le cocotier, et c'est mon objectif. Je vais secouer les cocotiers du tarot dans tous les sens, autant que je pourrai les années qui viennent. Je ferai des vidéos sur ça. J'ai envie de renverser la table, donc si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Je les vois moi en direct et je tâcherai d'y répondre quand je pourrai les prendre, chers amis. Donc ça, c'était pour la première question sur le tarot de Marseille. Et si vous n'avez pas compris, demandez-moi de réexpliciter. Le tarot, c'est le tarot. C'est un jeu de 78 cartes qui se joue avec un paquet spécial qui est apparu en Italie du Nord au XVe siècle et qui a 6 siècles d'histoire. Il n'y a qu'un seul tarot. Il n'y a pas de schizophrénie dans le tarot. Par contre, aujourd'hui, il y a différentes façons d'interpréter le tarot, et c'est cette pluralité de voix qui perd souvent les gens. Mais le tarot est toujours resté le tarot, et moi, avec un tarot de Marseille, je ne sais pas, même je prends le tarot Grimaud, celui que vous connaissez tous, avec ça, je joue au jeu de tarot. Ça, c'est un jeu de tarot. C'est pas un oracle divinatoire occulte égyptien, que sais-je. C'est un jeu de cartes. Et ça n'a jamais changé. Avec ça, les anciens jouaient au tarot, c'était ça le geste ancestral. Et moi, je joue avec ça, très bien, pas de problème. Vous voyez? Ok, très bien. Je vois qu'il y a une première question. Merci Vincent L. Eh bien, je crois que je viens, somme toute, de répondre à ta question. Peut-on exercer la magie avec le tarot, me demandes-tu? Eh bien, ta question, on pourrait la continuer. Est-ce qu'on peut faire de la divination avec le tarot? Est-ce qu'on peut faire de la médiumnité et communiquer avec les morts? Est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Oui, évidemment. Et personne sur 6 siècles d'histoire ne s'est privé de le faire, chers amis. Dès le XVe siècle, dès la naissance du tarot, les poètes s'inspirent des images du tarot pour écrire des poèmes. Certains s'inspirent des images pour recevoir des visions, pour ceux qui sont dits visionnaires dans la culture chrétienne. Vous voyez ? Certains devins, on a une source historique en 1450, une personne est décrite comme faisant de la divination avec le tarot. La divination avec les cartes qui ont précédé le tarot existait déjà un peu, même si ce n'était pas très répandu. On fait ce qu'on veut avec le tarot. On est chacun libre, les amis. Vincent L, tu es libre et tu fais ce que tu veux. Par contre, moi, comme d'autres, en tant qu'étudiant du tarot historique, je ne peux pas te dire que le tarot est un objet magique. Est-ce que tu vois la différence? Le tarot, il peut être pratiqué en divination, mais ce n'est pas pour autant qu'il a été créé pour faire de la divination. Le tarot, ce n'est pas un objet divinatoire à l'origine. C'est un jeu de 78 cartes qui a des règles qui sont assez proches de celles auxquelles on joue toujours aujourd'hui même. Il y a eu quelques évolutions, mais si vous apprenez le jeu de tarot, ce que je vous recommande, parce que c'est ça le tarot. Donc le jeu de cartes, le tarot, je vous recommande d'apprendre les règles, c'est un jeu merveilleux. Vous comprendrez plein de trucs sur le tarot en jouant au tarot. Eh bien, ce jeu de cartes,
il n'était pas qu'un jeu de cartes, il avait aussi une suite de 22 atouts qui ont été appelés arcanes majeures par les occultistes du 19e siècle, mais moi j'encourage tout le monde à quitter cette expression qui ne veut rien dire. Ce sont des atouts, ce ne sont pas des arcanes majeures, mais j'y reviendrai après. Des atouts, c'est-à-dire des cartes, on peut couper à l'atout, parce qu'elles sont plus fortes que les autres, tout simplement. Et cette suite de 22 atouts dessine un système de représentation du monde symbolique, archétypal et allégorique, et ça c'est magique et c'est extraordinaire, et c'est quelque chose d'unique dans l'histoire des jeux de cartes. Donc en ceci, le tarot est un objet fabuleux, historiquement révolutionnaire, c'est un terme que j'emploie aujourd'hui, révolutionnaire, il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de précédent, c'est à la fois une œuvre d'art et une conception intellectuelle magnifique, qu'il faut encore étudier pour bien la comprendre. Mais tu vois, je crois que j'ai répondu à ta question, Vincent L. Dis-moi si c'est bon. On peut faire ce qu'on veut avec le tarot. Moi, je n'ai de problème avec aucune voie tarologique. Toutes ont leur rôle et leur place. Par contre, dire que le tarot a été créé pour être un objet magique ou divinatoire, ça non, ça j'ai un problème avec ça, parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Si on trouve une source historique demain, c'est écrit noir sur blanc, par exemple, le traité du créateur du tarot, et qui écrit « j'ai fait ça pour faire de la magie et tout », ben moi je me plierai, je me soumettrai, je dirais très bien. Mais jusqu'à présent, il y a zéro source sur ça. Et, cher Vincent L., merci beaucoup pour ta question, ça me donne l'opportunité de vous livrer, de vous partager la réflexion d'une de mes étudiantes, réflexion brillante. On a beaucoup de sources historiques sur des religieux qui critiquent le tarot et qui essaient de le faire condamner. Parce que l'Église a toujours abhorré et détesté les jeux de hasard, les jeux de paris, les jeux d'argent, les jeux de cartes. L'Église a toujours détesté ça. Donc dès le XVe siècle, on a des religieux, et ce sont des sources historiques, qui critiquent le tarot et qui font des sermons pour essayer de faire condamner l'importation et l'exportation de tarot dans les villes italiennes. Suivez-moi bien. À aucun moment, jamais, dans aucune de ces sources qu'on parle du XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, un religion ne s'attaque au tarot parce qu'il est magique et que c'est de la sorcellerie et que c'est de la divination. Jamais, à aucun moment. Ça montre bien que c'était pas ça. À chaque fois, c'est pour dire que le tarot est diabolique et maléfique parce que c'est un jeu de hasard et de paris et d'argent, et que du coup les joueurs de tarot finissent par se mettre les poings sur la gueule parce que quand il y en a un qui paye pas ses dettes d'argent, après il se fait assassiner, etc. Voilà, comme aujourd'hui. Il n'y a que ça. À chaque fois qu'on trouve une nouvelle source avec un religieux qui critique le tarot dans l'histoire, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Il n'y a jamais un religieux qui dit « le tarot, il faut le faire condamner parce que c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, c'est diabolique ». Alors qu'à côté de ça, il y a des tonnes et des tonnes de critiques religieuses de plein de trucs qui étaient considérés comme de la magie et de la sorcellerie, vous comprenez ? Mais jamais le tarot n'est inclus dedans. L'aspect magique Vincent L, l'aspect occulte, l'aspect ésotérique du tarot, il est très bien daté, il arrive à la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, et cette histoire a été faite dans tous les livres d'histoire du tarot que je vous ai montrés, vous l'aurez là-dedans, cette histoire. Vous l'aurez là-dedans. L'histoire de l'arrivée de l'occultisme et de l'ésotérisme dans le tarot, vous l'aurez chez Michael Dumet, le plus grand historien de tarot de la science tarologique, un philosophe anglais qui a publié Le jeu du tarot en 1980. Il a refait toute l'histoire du tarot occultiste. C'est fin du XVIIIe siècle, à ce moment-là. Kurt de Gebelin en tête, qui est un très grand intellectuel, écrit dans un livre, Le monde primitif, que le tarot est d'origine égyptienne et qu'en gros c'est un objet oraculaire, magique, exceptionnel, qui permet de revenir aux sources universelles, intemporelles et tout. Et à partir de là, comme on est en plein romantisme et en pleine égyptophilie et égyptomania, tout le monde embraye, et en une génération, les occultistes oublient complètement que le tarot en fait était un jeu de cartes et un jeu symbolique, et passent complètement dans le tarot occultiste, et il y a une nouvelle histoire qui se crée, dont nous sommes les héritiers. C'est pour ça qu'on a du mal à débrouiller tout ça. Et l'histoire du tarot occulte et le tarot occultiste, il a tout à fait sa place aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se trompe sur la nature du tarot, chers amis. Vous voyez ? Oui, la magie, Vincent L, a peut-être été codée, mais il n'y a pas de magie dans le tarot avant la fin du XVIIIe siècle. C'est l'histoire du tarot par les documents qui nous le montre. Je vais essayer de regarder s'il y a d'autres questions, et merci beaucoup Vincent pour ta question pertinente.
Donc oui, tu peux exercer la magie avec le tarot s'il t'inspire, mais le tarot n'a pas été créé pour cela. Alors, rime. Ma question, tarot Visconti Sforza est la 19e arcane. Donc j'ai pas compris la question. Si tu veux bien, rime, me la reformuler, s'il te plaît. Rose Casabianca, bonsoir à tous. Je vous regarde de Corse, bonsoir à toi. Rime, quel est le sens de la tête rouge coupée que tient l'ange aux ailes bleues, l'ange sur le nuage bleu? Ah, ça doit être de là. D'accord, je vais aller regarder mon Visconti Sforza pour voir si je peux répondre à cette question. Mais je vais de toute façon, Rime, t'en dire quelque chose de ta question, même si j'arrive pas à y répondre. Je vais chercher ma carte, hein, j'ai le Visconti Sforza sous la main, ça tombe bien. Donc ça doit être la carte du soleil, hein, si je ne m'abuse, si tu me parles du... Ouais, voilà. Donc, Rim me pose une question sur cette carte d'un vieux tarot italien enluminé qui est apparu en 1456-1458 dans ces eaux-là, donc à peu près 20 ans après la naissance du tarot. Donc ce n'est pas un tarot originel, c'est un tarot milanais, ce que vous voyez enluminé, peint à la main, pour la famille Visconti Sforza, hein, donc une famille princière de Milan. Et ce que vous avez devant les yeux, c'est ni plus ni moins le 19 d'Atout, donc appelé le soleil dans le tarot de Marseille. Et c'est aussi la figure du soleil que vous voyez dépeinte. Rime, cette figure-là que tu as devant les yeux, c'est une image de l'époque, du XVe siècle, donc ça remonte à loin, du soleil. Tu as un petit ange qui porte l'astre du jour, le soleil. Ce n'est pas une tête coupée, c'est un soleil à face humaine. C'était très souvent représenté de cette façon à l'époque. Et donc il porte le soleil qui est de couleur rouge. Voilà tout, c'est la carte du soleil. Donc c'est un petit ange qui le porte, qui porte cet astre, parce qu'à l'époque, très souvent les astres étaient représentés, portés par d'autres personnages. C'est une espèce d'allégorie mythologique, quoi, tu vois, si tu veux. Donc le soleil est dans le ciel, c'est pour ça que l'ange est sur un petit nuage. Et vous voyez que là, on a un style iconographique qui n'est pas celui du tarot de Marseille, et vice-versa. Il y a des dizaines, et il a dû y avoir des centaines de styles iconographiques de tarot différents à travers les âges, mais il ne s'agit toujours d'un seul et même jeu qui est le jeu du tarot. Avec le jeu Visconti Sforza reconstitué, parce qu'il manque quelques cartes aujourd'hui, et ou un tarot de Marseille, moi à titre personnel, je joue au tarot, pareil, ça change rien. Le jeu du tarot peut être joué avec n'importe lequel des tarots qui ont été créés, à part les tarots occultistes évidemment, à partir de la fin du XVIIIe, qui ont été créés, eux, pour la magie, la divination et tout. Mais moi je vous parle des tarots historiques, du vrai jeu du tarot. Donc merci beaucoup pour ta question, Rim, j'espère que ça t'a éclairé. Je vais voir si tu vois dans le du coup 21 d'Atout, si le monde est en 21 dans le Visconti Sforza, il me semble que oui, parce que l'ordre des Atouts a changé à travers les âges. Hein. Bah là, il y a deux petits anges qui portent une vision de la Jérusalem céleste, une vision paradisiaque par exemple, tu vois. Donc c'est un code iconographique en fait, c'est une façon de représenter les choses. Le paradis est au ciel, la Jérusalem céleste est au ciel, mais pour la représenter de façon picturale, de façon iconographique, eh bien, on la dessine avec des petits anges qui la portent, comme Atlas portant le monde dans la mythologie grecque. N'hésitez pas à me dire si ce que je vous dis vous parle, parce que des fois je vois que mes messages sont un peu éloignés de ce qu'on a l'habitude d'entendre, j'en ai conscience. Hein. Dites-moi si c'est clair ou si vous voulez que je reprécise, et il n'y aura pas de souci avec ça. Je vais prendre une autre question que je m'étais préparée, qu'on me pose très très souvent, et vous allez voir, je suis sûr qu'elle va résonner pour vous. Pourquoi le tarot de Marseille s'appelle-t-il ainsi ? Pourquoi le tarot de Marseille s'appelle le tarot de Marseille ? Très bonne question. C'est vrai que cette appellation, elle est trompeuse. Quand on voit ça aujourd'hui et qu'on connaît
le tarot, en fait, eh bien, on sait qu'on a un tarot de Marseille entre les mains. Ça, c'est pas le tarot Grimaud, c'est un autre tarot plus ancien de Dijon. Et quand on a un tarot de Marseille entre les mains, on se demande souvent, mais pourquoi il s'appelle tarot de Marseille? C'est quoi le rapport avec la ville? Eh bien, en vérité, l'histoire de l'appellation tarot de Marseille a été retracée, toujours par Thierry de Police, l'expert des cartes à jouer, dans le Tarot révélé, publié en 2013. Et la réponse est la suivante. En fait, il n'y a aucun rapport avec la ville de Marseille à l'origine. Le tarot de Marseille, ce style iconographique particulier de tarot, vraisemblablement de ce qu'on sait aujourd'hui, est né dans la ville de Lyon, qui était la première créatrice, importatrice et exportatrice de cartes à jouer au début du XVIIe siècle. Parce que c'est au début du XVIIe siècle que le tarot de Marseille est né, en fait. Il était arrivé au début des années 1500, donc au début 16e en France, mais le style iconographique a mis un siècle et un peu plus à se développer, quoi. Donc on a des tarots français plus vieux que les tarots de Marseille, mais qui ont d'autres styles iconographiques. Et donc le tarot de Marseille est né à Lyon, vraisemblablement, tout semble l'indiquer, mais c'est pas une création française, entre guillemets. On peut pas faire les chauvins et être nationaliste, parce qu'en vérité, on possède un stade intermédiaire qui s'appelle la feuille Carrie, et qui montre déjà les figures d'atout de ce que sera le tarot de Marseille un siècle auparavant, en Italie, vers Milan. Donc voilà, on pense vraiment que les racines de cette iconographie du tarot de Marseille sont italiennes toujours, puisque le tarot de toute façon est né en Italie. Donc le tarot de Marseille est né à Lyon, ensuite très vite des maîtres quartiers dans toutes les grandes villes de France, puisqu'il y avait une demande, les gens adoraient le tarot en France, donc ils voulaient y jouer, donc des maîtres quartiers se sont mis à fabriquer, en plus des jeux de cartes classiques, des jeux de 52 cartes, des jeux de tarot, et donc tout ça est retracé par l'histoire des documents. On a des droits de douane, on a des documents de taxes, d'impôts, de maîtres quartiers et tout ça est répertorié, toute cette histoire est faite. On a aussi en France Yves Reynaud qui s'occupe très bien de cette histoire et qui devrait publier un livre sur l'histoire des taxes des maîtres quartiers, de ceux qui créaient les tarots, etc. Donc on sait qu'il vendait des jeux de cartes traditionnels et puis des tarots à ceux qui en voulaient. C'était des artisans qui créaient des tarots en les gravant sur des moules par le système de l'estampe, donc de l'impression. Et ensuite ils peignaient avec le pochoir et ça donnait ça. Gravé sur un moule à bois, hop, de l'encre noire sur le moule, une feuille de papier, on presse, c'est l'estampe, on a une feuille de tarot imprimée, on la colore au pochoir, on découpe les feuilles, ensuite on polit et tout, et puis après à la fin on a un petit paquet de cartes et on essaie de vendre ça parce que tous les frais quand on est l'artisan, eh bien on les a avancés, donc c'est la catastrophe, donc il faut absolument vendre. Et ça c'est l'histoire économique du tarot, qui est très importante et très intéressante. Et donc, où j'en étais par rapport à cette histoire? Rouen, Avignon, Dijon, Paris, toutes ces grandes villes, Marseille, mais pas tout de suite, Marseille ça arrive plus tard, toutes ces grandes villes ont créé des tarots. Mais un jour, le tarot, l'intérêt en fait pour le jeu de tarot a commencé à décliner en France parce que la mode en fait, c'était passé de mode. Et donc au milieu du XVIIIe siècle, Marseille est restée une ville très productrice de ce style iconographique. Et voilà, dans la première partie du XIXe siècle, on a l'expression tarot de Marseille qui apparaît sous la plume d'ailleurs d'occultistes, je crois, en premier, qui disent c'est le tarot de Marseille, simplement parce que eux, à leur époque, et ils n'ont pas de vision sur les autres époques antérieures, mais à leur époque, c'est plutôt dans la ville de Marseille qu'on fait ces jeux-là, mais en fait, il suffisait de remonter un siècle avant, ce qu'ils ignoraient pour qu'il y en ait partout en France. Donc, vous voyez qu'en fait, l'appellation tarot de Marseille n'a pas de rapport à l'origine avec la ville de Marseille, mais elle en a un petit dans le sens où c'est Marseille qui, à un moment, a été un peu le dernier bastion producteur de cette iconographie-là. Et ce que je dois dire, et je rends hommage là aux occultistes qui sont arrivés dans l'histoire du tarot à la fin du XVIIIe siècle, c'est grâce à eux, clairement, que le tarot a eu un regain d'intérêt. En gros, à partir du moment où tout le monde s'est mis à croire que le tarot avait une origine égyptienne, que c'était un jeu magique, sacré, intemporel, universel, qu'il possédait tous les mystères de l'univers, etc., etc., à partir de ce moment-là, que c'est rentré dans les têtes, le tarot a conquis la planète entière, puisque maintenant, il y a des Japonais passionnés de tarot, il y en a partout. En Amérique du Sud, en Russie, il y a des passionnés de tarot partout. Et ça, c'est grâce aux occultistes. S'ils n'avaient pas été là, s'ils ne s'étaient pas occupés du tarot, le jeu de tarot, sans doute, se serait un peu éteint en France.
Et donc on ne serait pas là à en parler aujourd'hui. Donc vous voyez quand je vous disais que chaque chose a sa place, hein, chaque acteur de l'histoire du tarot a eu une importance au travers des âges, et puis tout peut être finalement valorisé. Le plus important pour moi, c'est que tout peut être compris. Le tarot peut être compris, il n'est pas inconnaissable. Et moi, c'est le message voilà, que je porte à la fois dans mes cours, dans les partages en accès libre que je fais, mais aussi auprès de mes étudiants dans les formations en ligne, tout au long de l'année, dans mes écrits. Je publie aussi des articles voilà, que je publie en ligne sur le site Academia, sur la structure interne du tarot, les thèmes historiques du tarot, tout ça, avec une approche scientifique pour essayer de comprendre cet objet. Et moi, mon message, voilà, c'est celui-là et c'est celui que je vous délivre ce soir encore une fois. Ça, c'était pour l'appellation Tarot de Marseille. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'autres qui vous viennent. Et moi, j'essaierai de les prendre en cours de route et de vous répondre. Et j'enchaîne avec le mat, parce que je vous parlais de l'origine italienne du tarot, et j'ai très souvent cette question aussi, pourquoi le mat s'appelle le mat, il s'appelait le fou, qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut savoir que en Italie, puisque le tarot à l'origine est italien, eh bien tout était dit, parlé et écrit en italien. Et donc, à l'origine, tous les premiers noms de cartes, tout le vocabulaire, eh bien, est dans la langue italienne. Et tout, au fur et à mesure, a été traduit. Quand c'est arrivé en France, les maîtres quartiers ont commencé à traduire de l'italien en français selon ce qui leur semblait cohérent. Certains peut-être sans connaître les règles du jeu. Eux, c'était les artisans, il fallait juste qu'ils créent pour répondre à la demande et ils faisaient de l'argent, s'ils le faisaient bien. Donc certains n'étaient peut-être pas au fait des règles du jeu, donc peut-être que des fois il y a des traductions qui ne sont pas très bien faites, qui ont été approximatives, puis d'autres peut-être ont mieux traduit. Vous voyez ? Quand le tarot arrive en France, on traduit les noms italiens. Et en italien, la carte du fou s'appelle il matto. Le toqué, le fou, l'imbécile, l'idiot en italien. Toujours aujourd'hui, c'est un des mots pour dire le fou, l'idiot. Il matto, ou juste matto, sans l'article, pour certaines listes d'atouts du tarot qu'on a du XVe siècle. Donc, les maîtres quartiers, dans un premier temps, ont traduit le fou, parce que il matto en italien, en français, c'est le fou. Vous voyez ? Mais, sans doute, et je crois qu'on en a des traces, parce qu'il me semble de mémoire avoir entendu Thierry de Police dire ça, qu'on avait des traces historiques de ce que je vais vous dire, mais les joueurs de tarot, eux, qui achetaient les jeux et qui jouaient entre eux, ils avaient aussi leur propre vocabulaire. Donc, il y avait écrit le fou sur la carte du fou, mais il y en avait certains qui disaient matto. Matto, parce que ça venait d'Italie et qu'il l'avait entendu et puis que ça s'était transmis comme ça. Le plus important par rapport à cette histoire, c'est qu'un jour, et on sait qui, un maître quartier français, à une date précise, dans une ville de France, eh bien, a décidé de graver sur son moule pour la première fois, on était en 1709 à Dijon, mat au lieu de fou. Et là, c'est le moment où dans l'histoire du tarot apparaît le mot mat, qui est en fait une traduction littérale de l'italien. Il matto, ça donne le mat en français. Voilà, c'est ça l'origine du mot. Et je vais vous le montrer parce que je l'ai ici. C'est un tarot restauré par Yves Reynaud. C'est le tarot dijonnais de Pierre Madenier. Donc Pierre Madenier, c'était un maître quartier à Dijon qui en 1709, pour des raisons qui sont les siennes et qui demeurent mystérieuses, eh bien, a décidé, pour la première fois de l'histoire connue du tarot de Marseille, de graver sur son moule à bois, non pas le fou sous la carte du fou, mais le mat. Ça, c'est important. C'est un premier élément de réponse, parce que bien sûr, il y a sans doute, derrière le choix de ce maître quartier, Pierre Madenier, une raison qui pour lui peut-être avait un sens, parce qu'il rompait avec une tradition. En appelant le fou le mat, il rompait avec une tradition. Donc lui, pour moi, de mon point de vue, il risquait de perdre des clients parce que les gens la demandent, ils achètent les choses dont ils ont l'habitude, les joueurs vous voyez, de cartes. Donc tout à coup, ils avaient un jeu de cartes avec un fou qui s'appelle mat, ça pouvait les déstabiliser. Donc c'était un risque de mon point de vue. Mais Pierre Madenier a fait ça, un maître quartier intéressant. Donc il y a certainement une raison derrière son choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs déjà devaient appeler cette carte matto, peut-être même mat en français, parce que ça venait de l'italien il matto. Et vous voyez comment c'est bien intéressant
de faire l'histoire objective du tarot, parce qu'on en arrive à des réponses et des savoirs objectifs qui sont quand même des éléments tangibles et qui nous permettent ensuite non pas de nous arrêter là, mais d'aller beaucoup plus loin. Parce que ce que je viens de vous montrer, pour moi, ça a été le début d'une piste de réflexion extrêmement féconde par rapport à laquelle je vais faire des publications à l'avenir, parce que je crois avoir fait une découverte très importante par rapport à ce mat du tarot de Pierre Madenier. Et tout cela ne m'aurait pas été permis si je n'avais pas étudié ce petit aspect de traduction il matto mat en français grâce à l'histoire du tarot par les documents. Donc en fait, cette façon d'étudier le tarot dont je vous parle, ce n'est pas seulement obtenir des réponses satisfaisantes, c'est aussi ouvrir des portes considérables sur des pistes extrêmement fécondes sans doute, qui autrefois n'auraient pas pu en fait advenir, quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment une méthode de recherche qui ouvre plutôt qu'elle ne ferme, quoi. Ça, c'était pour le mat. Je vais prendre une de vos questions. Et puis ensuite, j'en prendrai une autre si ça vous intéresse toujours. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Alors, Vincent L., est-ce que vous pratiquez l'occultisme? Alors, je ne sais pas trop ce que signifie cette question parce que c'est un peu vague. Ce que je peux vous dire, c'est que, à titre personnel, je dis qu'il est tout à fait possible, d'une part, d'étudier le tarot de manière historique et scientifique, pour le comprendre à fond, autant que possible, avec les savoirs du moment, qui évolueront, et d'une autre part, pratiquer le tarot d'une façon intuitive, magique si vous le voulez, occultiste si vous le voulez. Ce n'est pas du tout antinomique. La preuve, c'est que je le fais moi tous les jours. Je suis aussi praticien, j'ai une double casquette. En tarologie, je reçois des personnes en consultation privée. Je pratique l'art du tirage. Et dans ce cadre-là, voilà, mon approche est tout à fait différente parce que là, on est dans autre chose. On est dans des moments où, à titre personnel, mon intuition est complètement ouverte. Je me laisse aller à mon flair, à ce que je peux avoir comme vision, etc. etc. Je ne sais pas si c'est ça ce que vous appelez occultisme, les amis, si c'est ça que tu appelles occultisme, Vincent L. Mais voilà, ça c'est tout à fait possible. En fait, moi, je fais un distinguo entre les deux. Et par contre, mon étude historique du tarot vient énormément enrichir ma pratique. Elle ne me bloque pas du tout, au contraire. Moi, je suis complètement ouvert pendant les séances que j'anime. Et à certains moments, je vais piocher dans le savoir objectif que j'ai pu acquérir sur le tarot, grâce à tous les historiens que j'ai lus et que je continue d'écouter. Et je viens apporter des petites touches comme ça dans les séances, à bon escient quand je trouve que c'est sensé. Et donc, en fait, mon étude du tarot nourrit énormément ma pratique. Et je suis capable aussi de donner des cours sur la pratique, de la théoriser. Et j'en ferai si ça vous intéresse. Je peux très bien vous dire, par exemple, selon mon expérience, qu'est-ce que la carte de la maison Dieu symbolise en général, statistiquement parlant. C'est un peu tout le temps la même chose dans mes séances à moi, par exemple. Je peux très bien vous dire ça. Et ça n'a rien à voir avec le sens historique de la maison Dieu. Je peux vous parler du sens historique quand cet atout, la maison Dieu qui ne s'appelait pas comme ça, est apparu en Italie au départ. Je peux vous parler du sens historique de ce que je crois en avoir compris. Et je peux aussi vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, c'est quelle symbolique ça a, la maison Dieu, quand ça sort en séance pour un consultant qui est en train de travailler une problématique, qui est en train de parler de son passé, de sa famille, de je sais pas quoi. Là, la maison Dieu, très souvent, moi, dans mes séances, elle a une symbolique qui est rattachée au sens historique, mais c'est tout à fait autre chose, c'est beaucoup plus ouvert, vous voyez. Maintenant, je ne suis pas magicien, Vincent L., si c'est ta question. Par contre, est-ce que j'étudie l'occultisme? Oui, ça j'étudie l'occultisme, toujours actuellement, puisque j'essaie de comprendre le tarot sous toutes ses formes. Donc le tarot occulte, je le connais aussi. Et je l'ai étudié aussi pas mal par le passé. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. N'hésitez pas à m'en poser d'autres. Ah, la maison Dieu, tu me demandes, Vincent L., la maison Dieu, pour vous, quelle signification? Si vous voulez, je vous en dis deux mots, mais je ne vais pas en dire beaucoup parce que ça nous mènerait loin. Parce que la maison, dans le tarot, dans les atouts, en fait, historiquement parlant, sur 6 siècles d'histoire, il y en a qui ont beaucoup évolué, autant dans le nom que dans l'iconographie et donc que dans la symbolique.
Parce que vous comprenez bien que sur un atout de tarot qui s'appelle la Maison Dieu, si vous avez une tour en flamme dessus, et si sur un autre atout, la Maison Dieu, il n'y a pas de tour, ben vous comprenez bien qu'en fonction du changement d'iconographie, il y a un changement de symbolique forcément. Or, l'iconographie de la Maison Dieu a pas mal varié à travers le temps, même s'il y a toujours un thème commun, c'est la foudre. Voilà. Donc en Italie, quand cet atout apparaît, il s'appelle Sagitta, la foudre, l'éclair, la flèche, mais qui renvoie à l'idée de foudre, ou la maison du diable, etc. C'est une image à l'origine sans doute d'une partie de l'enfer. Puis après, très vite, elle a évolué. Cette tour qui est frappée par la foudre, c'est vraiment une évocation de la tour de Babel. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une symbolique occultiste, parce qu'il y a des occultistes et des tarologues occultistes qui disent ça, que la Maison Dieu évoque la tour de Babel. Sauf que moi, je ne le dis pas pour les mêmes raisons qu'eux, je le dis pour des raisons historiques, des raisons que eux ignoraient en leur temps, il y a quelques siècles, parce que les documents qu'on a aujourd'hui qui nous permettent de le dire, ils n'existaient pas à leur époque, vous voyez. Donc eux, ils ont leur raison de dire que ça évoque la tour de Babel. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans l'iconographie italienne de la fin 15e, début 16e siècle, pour représenter l'histoire et le mythe biblique de la tour de Babel, les Italiens, parfois, peignent une maison frappée par la foudre. Donc ça, c'est objectif, c'est un document, c'est l'histoire de la documentation. Et donc, il est certain que déjà la Maison Dieu, historiquement parlant, celle qu'on a dans le tarot de Marseille, évoque le mythe biblique de la tour de Babel. Ça, c'est pour le côté étude. Il y a la représentation infernale et tout, mais je ne vais pas vous en dire plus, ça va beaucoup trop loin. Maintenant, dans ma pratique, la plupart du temps, la Maison Dieu, pour un consultant aujourd'hui en 2025, va venir évoquer la punition et l'autorité paternelle. Voilà. Donc en fait, en vérité, même quand le consultant ne connaît pas le tarot, ne connaît pas le mythe de la tour de Babel, ne connaît pas l'iconographie qu'il a devant les yeux, même quand c'est le cas, il semble qu'il y ait un peu un truc dans l'air, peut-être un archétype, à la façon jungienne peut-être, puisque l'autorité paternelle qui châtie et qui punit par en haut, le petit enfant qui est en bas, vous voyez, ben c'est exactement le thème de l'histoire de la tour de Babel en fait, vous voyez, je veux dire, objectivement c'est ça quoi. Le mythe biblique de la tour de Babel, dans l'histoire catholique, mais aussi dans l'histoire rabbinique juive, il a toujours été interprété de cette façon. Le châtiment divin qui châtie les hommes parce que, par orgueil, les hommes ont voulu s'élever jusqu'à Dieu, et donc il les punit. Et Dieu, c'est le Père céleste. Donc l'autorité paternelle qui châtie ses créatures. Le papa qui châtie l'enfant. Eh bien, très souvent, moi, dans les consultations, c'est cette thématique qui ressort avec la Maison Dieu. Donc, il y a un lien, vous voyez, avec l'histoire, avec le côté historique, mais pas forcément un lien avec l'aspect infernal, quoique les châtiments pour les enfants peuvent être vécus comme un enfer. Ça, c'était pour la partie théorie et pratique. Et je vois que Vincent, tu y réagis, merci encore pour tes questions. Le tarot ne paraît intéressant surtout que pour l'aspect ésotérique. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord, mon ami. Oh là là! Est-ce que c'est pas intéressant ce que je viens de vous dire? Le tarot, il est intéressant pour moi quand on le comprend. Vous voyez? Et comment on peut le comprendre? On peut le comprendre que par l'aspect historique. Aujourd'hui, depuis à peine 3-4 décennies, certains tarologues, par exemple, disent que le battleur signifie le commencement, c'est un symbole du commencement. Eh bien ça, par exemple, ce n'est pas le cas du tout à l'origine dans le tarot, vous voyez? C'est pas grave. Dans la pratique, ça peut être le cas. Mais historiquement, le battleur n'a jamais, sur 6 siècles d'histoire, symbolisé le commencement. Ça, c'est un anachronisme de nous aujourd'hui qui nous projetons vers le passé avec nos propres symboliques, vous voyez? Ça a vraiment... 20, 30, 40 ans, le battleur qui symbolise le commencement. Donc, comment comprendre le tarot? Tu dis c'est moins intéressant l'aspect historique qu'ésotérique. Mais qui te dit qu'il y a un aspect ésotérique? Pourquoi on parle de ce postulat? À titre personnel, j'étudie le tarot pour essayer de comprendre ce qu'il est. Donc je ne pars pas du principe qu'il est ésotérique. J'essaie de voir, par exemple, s'il y a de l'ésotérisme ou non dans le tarot, et dans ce cas-là,
quel est cet ésotérisme, d'où il vient, de quelle époque, quand est-ce qu'il a commencé. Parce que si on prête des symboliques ésotériques du 19e siècle, qui n'existaient pas au 18e, au tarot qui lui est né au 15e, c'est un anachronisme total. C'est pas grave. Mais on ne peut pas être dans ce cas-là, dans le sens symbolique originel des designers italiens qui ont créé et inventé le tarot, vous comprenez? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et ça, pour moi, c'est absolument passionnant. L'aspect historique est tout aussi magique que l'aspect magique non historique. On fait des découvertes absolument hallucinantes. Et j'ai envie de conclure par rapport à ta question en précisant que je remarque que très souvent, le public croit que si le tarot n'est pas ésotérique, ça veut dire qu'il n'est pas symbolique. Mais le tarot, il est entièrement symbolique. Le tarot, toute la suite d'atouts, c'est quoi? C'est une séquence symbolique, métaphorique, allégorique, archétypale et emblématique pour certains atouts. C'est exceptionnel. Dans cette séquence des 22 atouts, on a à la fois l'ascension de l'âme chrétienne selon la logique des humanistes renaissants. On a les rangs humains qui débutent la suite, avec Butler, Papesse, impératrice, ça dépend des ordres d'atouts, mais dans le tarot de Marseille, c'est comme ça, impératrice, empereur et pape. Des fois, c'est pas cet ordre-là dans les vieux tarots, ça dépend. Des fois, on a 2 empereurs et 2 papes, ça a beaucoup changé, quoi. Et puis, on a le cycle des vertus, les vertus cardinales, avec le symbole du temps, la roue de fortune, l'ermite qui était autrefois une allégorie du temps aussi, Saturne, etc. etc. Ben, tout ça, ce sont des symboles. Et quand on se replonge dans l'Italie du XVe siècle pour comprendre ces symboles, ben c'est magique, c'est fascinant. Donc c'est pas du tout moins intéressant que l'ésotérisme du XIXe ou du XXe siècle. Pourquoi ce serait moins intéressant? Nos ancêtres n'étaient pas moins intéressants que nous, les amis. C'est extrêmement riche, la première Renaissance italienne, extrêmement. On est amené à découvrir des auteurs exceptionnels quand on s'intéresse au tarot historique. Par exemple, je sais pas, regardez, je vais vous montrer Momus d'Alberti, voilà, le premier Léonard de Vinci, Alberti, voilà, c'est Ross Caldwell, l'historien du tarot, qui m'a conseillé cette lecture. C'est un auteur extrêmement exceptionnel, quoi. Donc voilà les amis. Vincent L, tu continues sur la maison de Dieu. Connais-tu l'étymologie de la pierre de Béthil? Bien sûr, oui, c'est biblique. Beth El, la maison de Dieu. Étymologie qui parle déjà dans l'épisode de Jacob avec son échelle montée et descendue par les anges. Sauf que la maison de Dieu ne s'appelle pas la maison de Dieu à l'origine. La maison de Dieu, ça, c'est une appellation qui apparaît dans le tarot de Marseille, donc en France, au XVIIe siècle. Pendant plusieurs siècles avant, le 16 d'Atout, en tout cas cette figure-là de la tour, ne s'appelle pas la maison de Dieu. Ces noms sont l'éclair, la foudre, la flèche ou la maison du diable, donc une partie de l'enfer. Sans doute le purgatoire, à mon sens, possiblement parfois pour certains créateurs de tarot, le limbe des patriarches, pour ceux qui connaissent un peu la théologie chrétienne, mais pour moi ça représente plus le purgatoire, la maison de Dieu, que le limbe des patriarches. Là je m'adresse, c'est un peu technique, je m'adresse à ceux qui connaissent vraiment la théologie catholique, quoi. Bonsoir Sante Bellio, et merci Karine Ecker qui dit que c'est très intéressant, j'espère, parce que je suis en train de parler d'une partie de la science des anciens, les amis, donc c'est... Les gens au XVe siècle, les vieux Européens, les érudits, c'était quelque chose, c'était des sacrés génies. Donc le créateur du tarot, attention, c'est le programme intellectuel qui a mis au point, je vous le dis, c'est révolutionnaire, c'est exceptionnel, il faut voir ça, quoi. Marvin qui me dit bonsoir, je vous découvre, un bonheur de vous écouter, le replay est prévu. Oui, le replay, en fait le live il va être direct sur YouTube, tu pourras le réécouter, si tu as des questions qui te viennent pendant la réécoute du replay, tu pourras les mettre dans les commentaires, et moi j'essaierai de tâcher d'y répondre, quoi. Bon voilà, merci beaucoup pour vos questions. Le live
je ne sais pas, il est déjà 21h20, j'ai déjà pas mal parlé, je peux vous prendre encore quelques questions si vous le souhaitez, et de toute façon, comme je vous l'ai dit, on se refera des moments comme ça, si ça vous intéresse, ben moi je me rendrai disponible pour vous parler de l'étude objective du tarot historique, de ces symboles tels qu'ils étaient à l'origine, comme ils étaient compris, enfin, autant qu'on peut essayer nous-mêmes de le comprendre. Hein. Tout ça, ça a des limites, hein. Et puis des fois, moi, je ne saurais pas. Mais je peux vous parler en tout cas de ce que j'ai cru comprendre, et puis des ressources voilà, qui sont les miennes dans l'étude de cette œuvre exceptionnelle, qui est le tarot et le tarot de Marseille. Merci Vincent, mais je t'en prie. Merci à toi. Toutes tes questions là ont été top. Très intéressant. Et vous voyez comment l'étude de l'évolution du tarot est importante. Parce que comprenez que quand on a en Italie, et c'est notamment dans les jeux Minchiate, hein, pour ceux qui connaissent, qui sont un dérivé du tarot, le Minchiate, je vais vous montrer un Minchiate restauré, qui a été publié il n'y a pas longtemps, si ça vous intéresse, le tarot Minchiate. C'est un créateur florentin aussi, qui est parti du jeu de tarot et qui l'a augmenté. Donc vous avez tout le zodiaque à l'intérieur du Minchiate dans la suite d'atouts, vous avez les 4 éléments et tout. Tout ce qui manque en fait dans la suite d'atouts du tarot, ça a été rajouté dans le Minchiate. Et notamment dans le Minchiate, la maison Dieu s'appelle la maison du diable. Alors quelle est l'énigme derrière ça, les amis? Pourquoi d'une maison du diable on passe à une maison Dieu en l'espace de quelques siècles? Il y a des réponses derrière ces questions, mais vous comprenez qu'en fait, cette question, telle que je vous la pose, il n'y a que l'étude historique du tarot qui peut nous mener sur cette voie. Parce que si on étudie le tarot uniquement au travers de notre prisme du XXIe siècle, on n'est même pas au courant qu'il y a 6 siècles, cet atout s'appelait peut-être la maison du diable. Donc pour ça, il faut faire l'histoire des documents, il faut s'intéresser au tarot originel, tel que les Italiens l'ont conçu et tel qu'ils y jouaient. Et là, on s'aperçoit que on est passé d'une maison du diable à une maison Dieu. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est différent, maison Dieu et maison du diable, ou est-ce que pour les esprits de l'époque, en fait, c'est pareil? Andrea Vitali, si vous voulez aller voir sur son site, a apporté une réponse que je tiens pour très bien par rapport à cette question. Andrea Vitali, donc c'est un des historiens du tarot qui lui est italien et qui donne des cours en italien, mais en ligne, sur ce qu'il a compris pendant sa carrière d'historien de l'œuvre qui nous occupe, quoi. Je vais prendre une autre question de la liste que je vous avais prévue. Ah, cette question, elle est intéressante. Je vais encore secouer le cocotier des tarologues et du tarot, les amis. Attachez vos ceintures, je vous dis, parce que ça va bouger. Le tarot a-t-il été créé par l'Académie de Marsilles-Ficin à Florence? Ça, c'est une question. Vous êtes beaucoup à avoir vu le très beau documentaire de Christophe Poncé, produit par Arte, qui s'appelle Les Mystères du Tarot, dans lequel Christophe Poncé développe l'hypothèse qui est son dada, que c'est le ficinisme, donc l'hermétisme de la Renaissance, à l'initiative de Marsilles-Ficin, qui était un grand érudit florentin de la première Renaissance italienne, du Quattrocento. Eh bien, c'est cet hermétisme-là qui aurait influencé l'iconographie du tarot de Marseille, etc., etc., etc. Donc, c'est sa thèse. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants viennent vers moi parce qu'ils ont vu ce documentaire et viennent vers vous, chers amis tarologues. Je le vois parce que je regarde vos lives, encore une fois, et je regarde les chats. Et il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au tarot qui ne comprennent plus, qui sont un peu... ils ne savent plus comment penser. Mais alors, est-ce que le tarot il a été créé par Marsilles-Ficin dans son académie de Florence, etc., etc. Eh bien, moi, je vais vous faire une réponse extrêmement simple par rapport à ce point que j'ai travaillé sous forme de frise pour pouvoir m'y retrouver avec des dates et tous ces outils-là, les frises, l'arbre généalogique du tarot, l'état civil et donc l'extrait de naissance du tarot, c'est des outils que j'ai créés. Je délivre tout ça en fait aux étudiants de mes formations en ligne pour qu'ils puissent méditer leur connaissance avec ce type d'outils. Et donc la frise, en fait, je l'ai faite moi-même pour essayer de m'y retrouver. Et écoutez, c'est très très simple. Aujourd'hui, c'est une certitude absolue, parce qu'on a la source historique, que en 1440, à Florence, le tarot existe. C'est le plus grand expert des cartes à jouer français et l'un des plus grands internationaux, Thierry de Police, qui a découvert cette note historique et qui l'a publiée dans Le Tarot Révélé en 2013.
qui est une note écrite dans un journal du notaire attitré De Médicis Giusto Giusti, qui écrit texto ce 16 septembre 1440, j'ai délivré à mon maître un Naibi di Trionfi, donc le nom originel du tarot, donc un jeu de cartes à triomphe, ça s'appelait comme ça le tarot à l'origine, magnifiquement peint et tout, ça m'a coûté 4 ducats et demi. 1440. Donc c'est une certitude absolue qu'en 1440, à Florence, le tarot existe. Il a déjà été créé, tout est là, sa suite d'atouts, elle est là, il y a la maison Dieu, il y a l'allégorie de la mort, il y a le fou est déjà sans doute affecté par des règles spéciales, on a les rangs humains qui débutent la suite d'atouts, etc. On a le jugement dernier à la toute fin, ce qui est logique, et pas le monde comme dans le tarot de Marseille, bon, etc., etc. Mais toutes les figures d'atouts sont là. Le tarot existe. Mais l'Académie de Florence de Marsilh-Ficin, les amis, elle ne débute son aventure qu'en 1463. Plus de 20 ans après la naissance du tarot. Donc pour moi, c'est clair. Le tarot n'a rien à voir avec l'Académie florentine de Marsilh-Ficin et donc avec l'hermétisme de la première Renaissance italienne. Rien, puisqu'il est né 20 ans au moins avant, si ce n'est 25 voire 30 ans. C'est à peu près cette fenêtre. Quand le tarot est né, Marsilh-Ficin lui-même avait 6 ans, quoi, un truc comme ça. Donc ça n'a aucun lien. Ceci étant dit, ça pour moi c'est un acquis scientifique, ça c'est clair. Par contre, une fois que le tarot s'est répandu partout, est sorti des frontières de l'Italie, et une fois que l'école de Marsilh-Ficin à Florence, l'Académie, s'est développée, a transmis ses enseignements, et qu'elle a commencé à faire parler d'elle, et que l'hermétisme de la Renaissance est né et s'est diffusé, à ce moment-là, donc on parle de quoi? De la fin du XVe siècle, du courant XVIe, peut-être XVIIe et plus tard, là, les courants hermétistes, initiés par Marsilh-Ficin et Pic de la Mirandole, pour ceux qui connaissent, celui qui s'intéressera à la Kabbale hébraïque, mais qui en fera une Kabbale chrétienne, etc. À ce moment-là, ça a pu, pourquoi pas, influencer dans certains aspects l'iconographie des tarots et peut-être du tarot de Marseille, c'est possible. Et voilà, des historiens s'attellent à essayer de vérifier ça en ce moment même. Moi-même, j'ai déjà essayé de voir un petit peu. Il peut y avoir des choses intéressantes, pourquoi pas. Mais encore une fois, le tarot de Marseille, ce n'est pas le tarot. Le tarot, il est né 20 ans au moins avant l'Académie de Florence. Et toutes les figures d'atout étaient là. Le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amoureux ou l'amour. Ça s'appelait plutôt l'amour en Italie, ou les amants. La tempérance, qui était en 7 et pas en 14, comme le tarot de Marseille. Justice, force, donc les vertus cardinales sans la prudence, la roue de fortune, le tarot, il existait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc cette question, elle est très intéressante et on ne peut y répondre qu'en faisant l'histoire du tarot. Sinon, en effet, on ne peut pas y arriver à se retrouver, quoi. N'hésitez pas à me dire si j'ai été clair et si ça vous semble logique. Naissance du tarot, aujourd'hui, fenêtre 1435-1439, sans doute à Florence ou Bologne. Début de l'histoire de l'Académie de Florence de Marsilh-Ficin, 1463, quelques 20 ans plus tard. Et encore ça, je vous dis, c'est la fondation de l'école. En ce qui concerne les publications, donc les livres de Marsilh-Ficin et de Pic de la Mirandole, on arrive en 1473, puis en 1480. Donc on est des décennies après la naissance du tarot. Et il faut encore que ces doctrines-là hermétiques se diffusent. Ça met des décennies, même si ça prend très vite. Vous voyez ? Voilà. Et moi, à titre personnel et dans la formation au tarot réaliste, je m'intéresse vraiment aux racines du tarot. Moi, j'essaie de comprendre ce qu'est le tarot. Quand il est apparu, quand il a été conçu par un ou plusieurs designers, qu'est-ce que c'était? C'est ça qui m'intéresse. Et ce tarot-là, le vrai, entre guillemets, le tarot, quoi, voilà, comme je vous l'ai dit, il est apparu des décennies avant Marsilh-Ficin et l'école de l'Académie de Florence. Donc, à l'origine, ça n'a aucun rapport. Chère Christine Inard, bonsoir. Ravi de te voir dans ce live. Et bonsoir aussi à Sante Bellio qui suit en ce moment pas mal mon travail. Merci beaucoup pour tes commentaires, pour tes likes. Abonnez-vous à ma chaîne si tout ceci vous plaît, ça me soutient parce que ça demande beaucoup de travail, tout ça. Ça me permet aussi de développer plusieurs projets sur le tarot dont je voulais vous parler parce que j'ai commencé aussi une nouvelle série d'entretiens sur les figures importantes du monde du tarot à l'international et tout, qui est diffusée sur ma chaîne YouTube. Donc tout ça, ça me prend du temps pour le montage, le son, la musique et tout.
Et donc, quand vous vous abonnez, quand vous laissez un petit commentaire, un like et tout, c'est vraiment, vraiment un soutien qui, pour moi, est concret, réel et qui se traduit tout de suite dans notre réalité. Donc, ça fait toujours plaisir. Et ce qui est le mieux encore, c'est que vous êtes présent et vous répondez présent quand je propose des moments live. Et ça, je suis super heureux. Un grand merci à vous. Donc, Christine, je crois que tu me poses une question. À quel moment y a-t-il eu une collusion entre le tarot et la Kabbale hébraïque dont plusieurs s'inspirent pour commenter le tarot? Je vais revenir aux ressources que j'ai données. Cette histoire-là, pour répondre à ta question, elle a été faite, c'est clair, elle est déjà écrite, elle a été faite par Thierry de Police dans Le Tarot révélé. L'histoire de la collusion entre Guématrie, Kabbale hébraïque et tarot, elle a été faite par Isabelle Nadolny dans Histoire du tarot. En fait, l'histoire occultiste du tarot, elle a été faite par tous les historiens du tarot, toutes nationalités confondues, depuis 40 ans. Tous, ils l'ont faite. Elle est écrite. Michael Dumet l'a faite, Fèvre l'a faite. Michael Dumet, il travaille avec Sylvia Mann. Donc voilà. Je sais pas, Franco Pratesi, voilà, Andrea Vitali. Tous les historiens du tarot l'ont faite. Aucun problème. C'est fin du XVIIIe siècle. C'est ça la réponse à ta question, Christine. À la fin du XVIIIe siècle, il y a une collusion d'un grand ensemble d'événements dans l'Europe. Il y a le début du courant romantique, qui est lié à une égyptomanie et une égyptophilie galopante. Donc ça, déjà, il y a une collusion comme ça. Et il y a des occultistes, Kurt de Guéblin, très grand intellectuel en tête, qui écrit Le Monde primitif et qui consacre un chapitre, le tome 8 du Monde primitif, au tarot. Et Kurt de Guéblin, qui est extrêmement réputé en son temps, parce que c'est un véritable génie des humanités classiques et des sciences de son temps, eh bien lui, en fait, il va dire « Le tarot, je sais, c'est égyptien. Les 22 atouts correspondent aux lettres de l'alphabet égyptien, etc., etc., etc. » Et là, l'histoire occultiste du tarot va commencer. On est en 1780. Avant cette date, ma chère Christine, il y a zéro mention d'une collusion entre Kabbale hébraïque, c'est-à-dire Guématrie, parce que c'est ça que tu as en tête, j'imagine, et tarot. Zéro. C'est pas 1, 2, 3, c'est zéro. Et on voit bien à la suite de la publication de Kurt de Guéblin que c'est là que la sauce prend. Donc de toute façon, l'histoire occultiste du tarot, ou de l'histoire du tarot occultiste, on appelle ça comme on veut, elle est faite, elle est écrite et elle n'a aucun problème, c'est cohérent. Et elle ne fait que se renforcer dans son écriture. Les gens qui le suivent, ils vont faire une assimilation directe. Ah bon, si les 22 atouts du tarot, que les occultistes vont appeler arcane majeur, mais moi je vous invite à quitter cette appellation parce qu'elle ne désigne rien, ça veut rien dire. Tandis que atout, on désigne la nature de la carte de tarot, puisqu'un atout, on coupe à l'atout, donc c'est une carte plus puissante que les autres, c'est un atout permanent. Donc quand on dit atout ou triomphe, on est en train de désigner la nature de la carte du tarot. Un atout se distingue d'une carte à points, c'est-à-dire d'une carte numérale, un As, un 10, un 5, qui se distingue encore d'une carte de cour, où on peut les appeler les têtes, les honneurs, etc., les figures. Et donc quand on dit atout, carte numérale, figure ou honneur et tout, on est en train de parler de la nature des cartes du jeu du tarot qu'on aime. Vous comprenez les amis? C'est pour ça que moi j'invite mes étudiants à chaque fois à changer leur lexique, c'est ce que j'ai fait pour moi-même. Je disais avant arcane majeur et arcane mineur, maintenant je parle différemment. J'emploie des mots qui ne sont pas creux, qui renvoient à une nature originelle de ce qu'est l'objet dont je parle, quoi, vous voyez. Et donc on voit à la suite de Kurt de Guéblin que les autres occultistes vont prendre le relais. Ils vont se dire que Kurt de Guéblin il dit que c'est égyptien le tarot et que les atouts ils correspondent aux lettres de l'alphabet égyptien, donc ça correspond aussi aux lettres de l'alphabet hébreu. Bien sûr, c'est assez logique à cette époque, puisque on commence à dire déjà qu'il y a des filiations entre l'alphabet hébreu, cananéen et égyptien, ce qui pour le coup n'est pas faux. On le sait aujourd'hui. Et donc là, voilà, à la fin du XVIIIe et dans tout le courant du XIXe, avec des gens comme Papus, comme Wirth, des occultistes qui vont créer leur propre tarot occulte, donc qui n'est plus un jeu de cartes symbolique, eh bien tous ces gens-là vont proposer, en fait ils vont pas proposer, ils vont affirmer que le tarot est en lien avec la guématrie,
et que s'il y a 22 atouts, c'est parce qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Le problème à ça, c'est qu'encore une fois, avant le XVIIIe siècle, on a 4 siècles d'histoire du tarot où il y a 0 mention de personne qui fait un lien entre les deux. C'est-à-dire que pendant 4 siècles, le tarot, il est joué et médité en tant que jeu de cartes et outil philosophique pour la réflexion. C'est un système de représentation du monde symbolique et tout, très bien, donc c'est utilisé comme ça. Et puis tout à coup, on arrive et les occultistes écrivent une nouvelle histoire et ils dénaturent, c'est le mot que j'emploie moi, le tarot. Parce que, comme je disais à Vincent L tout à l'heure, c'est une chose, quand on est un devin, d'employer le tarot pour faire de la divination, aucun problème, on est devin, très bien, c'est notre truc. Ça, pour moi, c'est complètement différent de quelqu'un qui explique que la nature du tarot, c'est un oracle. Vous voyez le distinguo, ça n'a rien à voir. Le tarot, on peut comprendre et étudier sa nature grâce à l'histoire du tarot. On peut la cerner, sa nature. Et ce n'est pas un oracle, le tarot, ce n'est pas un objet magique. Vous voyez ? Par contre, des devins et des magiciens peuvent l'utiliser, le tarot. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Vous voyez où je veux en venir ? C'est une nuance, mais c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'ai théorisé le moment dont tu parles, Christine. Je l'ai théorisé à titre personnel et j'essaierai, quand j'aurai le temps, de le formaliser sous forme d'article, de recherche. J'ai voulu nommer ce qu'il s'est passé à la fin du XVIIIe siècle concernant l'histoire du tarot, et j'ai appelé ça la falsification, mais c'est à prendre au niveau neutre, le fait de rendre faux, ou la dénaturation occultiste du tarot. Et c'est un point très important dans l'histoire, parce que comme je le disais tout à l'heure, heureusement que les occultistes ont dénaturé le tarot, parce que le tarot était en déclin et il aurait disparu sans doute. Donc grâce aux occultistes qui ont dit que le tarot était autre chose que ce qu'il était, tout le monde s'est dit c'est de la magie, c'est universel, c'est la sagesse des Égyptiens et on va s'y intéresser, donc c'est magique, donc merci les occultistes. Par contre, ils ont quand même dénaturé le tarot. Et à titre personnel, aujourd'hui, je considère que 1780, c'est le début de la dénaturation occultiste du tarot. Et 1980, publication de The Game of Tarot de Michael Dumet, donc 2 siècles après, c'est le début de la réhabilitation historique du tarot par les chercheurs et les historiens du tarot. Ils reprennent toute l'histoire des documents et ils s'aperçoivent qu'en fait, non, l'occultisme est né extrêmement tard dans l'histoire du tarot et c'est juste une espèce d'appendice. Notre problème à nous, ma chère Christine, c'est que nous, on est nés au XXe siècle ou au XXIe. Donc nous, notre histoire, c'est qu'on a en héritage l'histoire écrite par les occultistes. On est né dedans et on est arrivé en général au tarot par cet angle-là. Donc il est très difficile ensuite de sortir de cette vision pour essayer d'en adopter une autre. Mais je vous assure que c'est possible. Je vous assure que c'est passionnant si vous voulez vous y employer. Je vous assure qu'il y a plein de façons de le faire et moi j'en propose une au travers de mes formations. Et je vous assure que c'est magique, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dépasse l'aspect magique du tarot, on arrive dans de la magie totale. L'histoire du tarot, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je le redis au cas où tu n'étais pas là au départ, Christine, mais tu pourras revoir le replay. Le tarot, le vrai, c'est-à-dire le tarot historique tel qu'il a été créé par un ou des Italiens dans la première partie du Quattrocento, c'est une œuvre et un jeu de cartes révolutionnaire qui n'a pas d'équivalent dans l'Occident de cette époque et jusqu'à aujourd'hui, à mon avis. Personne n'avait fait ça avant, personne n'a fait ça après. C'est quelque chose de génial, quoi, de génial. Donc, ça, c'est passionnant à découvrir et ça vaut le détour, quoi. Alors, Christine, tu me dis, c'est en particulier avec l'arbre de vie de la Kabbale et le lien fait avec les 22 chemins et les 10 séphirotes. Comme je disais à Vincent L tout à l'heure, dans la pratique, pour moi, il y a 0 problème. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, je ne travaille pas avec l'arbre des séphirotes, ni avec la guématrie et la Kabbale. Je ne fais pas de lien avec le tarot dans ma pratique, mais je pourrais tout à fait le faire. Si demain je trouve que c'est intéressant, je peux le faire dans ma pratique. En fait, comme j'expliquais, c'est pas du tout antinomique d'étudier l'histoire du tarot et de pratiquer le tarot. Moi, je fais les deux. Et je pourrais très bien, j'aurais pas de problème à titre personnel, j'aurais pas de problème de dissonance cognitive à vous dire ce soir que le tarot à l'origine n'a rien à voir avec la Kabbale, la guématrie et l'arbre des séphirotes, mais par contre, dans ma pratique, utiliser ces 3 outils avec le tarot. Pour moi, c'est pas antinomique, parce que la pratique, c'est complètement autre chose. Dans la pratique, on est dans l'introspection, dans la découverte de soi et la croissance personnelle, on est dans du travail psychologique possiblement,
dont le but à chaque fois est l'épanouissement de notre être, la compréhension de notre histoire personnelle, de nos problématiques. Le but, c'est d'être aidé ou d'aider l'autre dans ces séances-là, personnalisées. Donc, à partir du moment où on arrive à être aidé ou à aider l'autre ou à s'aider soi-même, avec peu importe l'outil, si l'outil qu'on a, c'est une boule de cristal, si c'est de la médiumnité, si on a trouvé un devin exceptionnel, ou si on utilise l'arbre des séphirotes et qu'on fait des liens avec le tarot et que ça matche parfaitement et tout, voilà, quel que soit l'outil, il n'y a aucun problème pour moi. Moi, là, ce soir, tu reverras si tu n'étais pas là au début, Christine, je suis là ce soir pour vous parler de théorie, et donc je vous parle de l'étude objective et scientifique du tarot, telle qu'on peut essayer de la pratiquer. La pratique, ça, c'est à d'autres moments. La semaine prochaine, vous pouvez remonter tout en haut du chat. Vous trouverez un lien si vous voulez étudier la pratique du tarot. Je propose un atelier tirage, un tirage inédit que j'ai créé pour cette occasion-là. Ce sera la semaine prochaine, jeudi soir, donc jeudi 3 juillet, je crois. Pour tous ceux qui le souhaitent, rassemblons-nous autour d'un atelier de tirage de tarot, donc tirage intuitif. Là, on est dans un autre monde. Et le tirage que je vous proposerai sera destiné à travailler notre rapport aux autres et au monde. Donc c'est un tirage vachement intéressant à 3 cartes. Voilà les amis. Et puis je vous apprendrai la méthode de tirage. Et puis je pourrai répondre là à des questions sur la pratique. Donc voilà, pour te répondre très clairement, Christine, pas de problème de travailler avec la Kabbale, de faire des liens avec l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, les 22 chemins, et les 10 séphirotes, pardon, je me mélange dans ce que je lis, les 22 atouts, etc. Les 22 atouts peuvent représenter les 22 chemins dans les 10 séphirotes et tout. Oui, j'ai une amie qui travaille sur ça. Voilà, très bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Par contre, si la question c'est de savoir le tarot à l'origine, est-ce qu'il a été conçu en lien avec la Kabbale, la guématrie et tout? Non, pas du tout. Et ça, c'est clair. C'est très très clair. Et c'est tout aussi clair que, accessoirement, à l'époque, dans les villes italiennes où le tarot est sans doute apparu, Florence ou Bologne, je veux dire, les chrétiens ne connaissent pas du tout la guématrie. Ça arrive beaucoup plus tard, ça. Donc il y a déjà un gros problème d'anachronisme entre le fait de considérer que le tarot peut être en lien avec la guématrie, la Kabbale ou les séphirotes, etc. Il y a un gros problème d'anachronisme. Parce que le tarot, on sait qu'il est issu d'une matrice chrétienne. On le sait parce que les figures d'atout transpirent en fait l'eschatologie chrétienne. Donc voilà, on sait que c'est un humaniste chrétien qui a conçu le tarot. Et il n'y a pas de chance à cette époque en fait que ce type-là connaisse la guématrie juive. Il faut comprendre, et ça je l'ai mis sous forme de frise aussi dans ma formation, il faut comprendre que il n'y a pas de culture judéo-chrétienne à l'époque, les amis. Il y a le catholicisme en Europe et les juifs, la culture juive est minoritaire et marginalisée. Donc il ne faut pas faire d'anachronisme avec aujourd'hui en pensant que la situation est la même, quoi. Donc il n'y a pas de judéo-christianisme. Donc les chrétiens ne connaissent pas du tout la Kabbale juive parce qu'ils ne s'y sont pas encore ouverts au moment où le tarot apparaît. Ils commenceront à s'y ouvrir avec l'école de Ficin, l'Académie de Florence, à la fin du XVe siècle. Et au départ, la première Kabbale que les chrétiens connaîtront ne sera pas la Kabbale juive. Ils vont créer ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne et essayer d'adapter la Kabbale juive au christianisme. Vous voyez ? La vraie guématrie juive, c'est-à-dire les nombres associés aux lettres de l'alphabet hébreu et la pratique avec cet outil, c'est des siècles plus tard, ça, que les Occidentaux connaissent et ont accès à cet outil-là. Donc il faut faire attention de ne pas partir de nos connaissances à nous aujourd'hui en se disant que les Italiens de la Renaissance, il y a 600 ans, ont les mêmes. Alors Christine, tu me remercies pour ma réponse. Je trouve toujours intéressant de revenir à l'origine et prendre conscience de ce qui est arrivé par la suite et qui n'était pas là au départ. Bah oui, moi aussi, voilà, c'est le travail essentiellement que je mène et je vais vous montrer quelque chose, que j'ai jamais encore montré. Parce que pour pouvoir travailler, chaque historien du tarot a ses propres méthodes et moi aussi j'ai mes méthodes et des fois je suis obligé d'en créer parce que j'en manque en fait, quoi. Et je vais vous montrer ce que j'ai créé pour pouvoir travailler sur le tarot des origines qui est encore un peu inconnu mais dont on soupçonne quand même la forme parce qu'il y a beaucoup d'éléments connus finalement. En fait, j'ai essayé de recréer le tarot des origines tel qu'il a pu apparaître en Italie.
Et donc pour ça, pour pouvoir m'habituer à sa forme, je me suis fait des cartes avec, vous allez voir, l'ordre des atouts, non pas comme dans le tarot de Marseille, mais l'ordre florentin. Par exemple, là, en 7, vous avez la tempérance. Et oui, les amis, à l'origine, dans le tarot, tempérance n'était pas en 14. Hein, et c'est beaucoup plus logique qu'elle soit en 7 quand on connaît son symbole originel. Donc voilà, j'ai fait des cartes comme ça. Et en fait, j'ai utilisé un tarot de Marseille pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de me rappeler tempérance où elle est dans le tarot de Marseille, ben, derrière, il y a le tarot de Marseille en référence. Vous voyez, je me suis fait un double jeu. Le jeu florentin originel tel qu'il est sans doute apparu, vous voyez, avec des notes dessus, iconographiques. Et puis, si j'ai besoin de me rappeler qu'est-ce qu'il y a derrière, la justice. La justice, par exemple, elle était sans doute en 8 ou en 9 à l'origine. Vous voyez, voilà, j'ai fait cet outil parce qu'il faut bien s'inventer des outils et se créer des méthodes pour pouvoir essayer de changer notre façon de voir, parce que, comme je vous l'ai dit, le tarot de Marseille n'étant apparu qu'au XVIIe siècle, c'est déjà très 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 tard dans l'histoire du tarot, il y a déjà à peu près tout qui s'est passé en fait en Italie avant ça. Ben, c'est très compliqué. Si on part du tarot de Marseille en se disant que ça c'est le tarot des origines, ben on fait à peu près que des anachronismes, parce que les atouts ne sont pas à la même place à l'origine, l'iconographie a pu changer, les noms des cartes ont pu changer. Vous voyez, même si c'est toujours les mêmes figures d'atouts, à peu près, c'est quand même des détails qui changent. Voilà. Et dans le cadre de la formation au tarot réaliste, eh bien c'est de tout ça qu'en fait j'ai le temps de vous parler, de vous commenter et de vous montrer. C'est pour ça que là il y a le premier cycle de formation qui va bientôt se boucler début juillet. Après je vais pouvoir mettre ce cycle à l'achat d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. C'est pour ça, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma newsletter ou envoyez-moi vos coordonnées, comme ça vous pouvez avoir l'actu. Ce premier cycle, vous pourrez l'acheter en vidéo intégrale et tout avoir en fait en dématérialisé si vous voulez déjà voir ce que j'ai fait cette année. Mais la différence entre recevoir toutes les vidéos et les PDF et tout, et les documents que je vais vous donner, et suivre le cursus en direct en étant présent aux ateliers, c'est que dans les ateliers, vous pouvez participer. Donc vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez aussi me contredire à des moments si je me trompe ou si mon argument il est trop faible. Parce que c'est ça, c'est ça la grande différence aussi dans le tarot quand on l'étudie de façon objective. C'est que c'est participatif, c'est-à-dire que je peux me tromper en tant qu'animateur. Je n'ai absolument pas la science infuse. Et l'histoire, quand on rentre dans l'histoire, ben c'est infini. Donc il faut un paquet de connaissances, il faut se familiariser avec un paquet de trucs. Ou des fois, sinon, quand je vous fais des propositions, il y a des propositions qui peuvent vous sembler faibles. Donc cette année, pendant le cursus, des fois, il y a des étudiants qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit « Oh, t'es sûr de ce que tu dis ? Telle personne a dit ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc je renchérissais, vous voyez. Ils me poussaient dans mes retranchements, et puis je leur disais « Non, parce qu'il y a tel élément, et puis etc. » Et puis ça, en fait, ça mène la réflexion au bout. Tout à l'heure, grâce à Vincent L, j'ai pu aussi vous citer la réflexion brillante d'une de mes étudiantes, qui était un argument auquel j'avais jamais pensé, mais qui est évident, pour bien montrer que le tarot, autrefois, n'était ni magique, ni kabbalistique, ni sorcier et tout. Et je vais te la refaire vite fait, Christine. Pourquoi ? Parce que le tarot est constamment condamné dans l'histoire des documents par l'Église, qui déteste les jeux de hasard et les jeux de cartes, et donc l'Église est tout le temps... On a plein de documents comme ça, avec des sermons de prêtres et tout, de cardinaux, de je sais pas quoi, qui condamnent le tarot. Et à aucun moment ils condamnent le tarot parce que c'est de la magie, de la sorcellerie ou de la juiverie, comme ils auraient pu dire c'est juif, etc., c'est du sabbat, c'est de la kabbale et tout, et on condamne, jamais. Jamais, à chaque fois les condamnations c'est le tarot, il faut le condamner parce que c'est un jeu de hasard, donc c'est diabolique. Donc les amis, cet argument, vous voyez, il m'a été fourni par une étudiante cette année, c'est brillant et j'y avais pas pensé, et c'est à titre personnel, j'y ai réfléchi, et j'arrive pas à le contrecarrer, elle a tout à fait raison. Si le tarot avait été autre chose dans l'histoire qu'un jeu de cartes symbolique, comme je vous le décris, ce serait dans les documents. vous voyez ? Donc voilà, le tarot réaliste, c'est aussi l'occasion, cette formation-là que je vous propose, d'entrer dans une démarche d'étude qui est totalement différente de celle dont qu'on a l'habitude d'avoir. Il n'y a pas d'argument d'autorité. Moi, il n'y a que des arguments que je vous propose, et puis si vous arrivez à les démonter, tant mieux. Et puis comme ça, on cherche ailleurs. Vous voyez ? Je vais vous renvoyer sinon vers d'autres sources, et puis des fois, j'ai des étudiants qui m'en partagent d'autres. Et ensuite, il faut les lire, etc., etc.
Le tarot scientifique, il a réellement commencé en 1980. On a 45 ans de production de savoir, c'est gigantesque à propos du tarot. C'est incroyable, miraculeux, tout ce qui a été trouvé par des gens comme Michael Dumet, Ross Caldwell, c'est des pointures totales. Et moi, je suis qu'au début de mes lectures, c'est-à-dire je lis tout le temps à propos de toute cette science du tarot, et j'ai lu je sais pas ce que j'ai lu, 1/100 de tout ce qui a été produit en 45 ans, vous comprenez? Donc c'est ça, quoi. Et ce sont des savoirs objectifs qui sont remis au goût du jour, réactualisés avec une évolution. Et pendant le cycle de cette année, juste en l'espace d'un an, j'ai pu, au fur et à mesure, mois après mois, informer mes étudiants, par exemple, de telle nouveauté dans la science du tarot, de telle pensée qui avait été abandonnée au profit d'une autre, d'une redatation d'un tarot historique, parce que l'histoire du tarot s'écrit au jour le jour, et pour cela, il faut réussir à suivre les productions en fait des historiens du tarot. Il faut les connaître, il faut savoir où ils publient, comment, parce que tout ça est un petit peu pas très accessible. Enfin voilà. Donc si tout ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à venir auprès de moi si vous aimez cette façon en fait d'investiguer cette œuvre magique qui nous occupe. Et bien voilà, moi je propose une voie d'accès. Je rends accessible des documents. Je fais aussi des traductions quand certains documents historiques sont en italien, en anglais et tout. Donc dans la formation, je donne à mes étudiants pas mal de documents aussi traduits. Et voilà, et notamment, je pense à une autre ressource. Ce petit ouvrage, Con gli occhi e con l'intelletto, qui a été écrit par Michael Dumet, Ross Caldwell, Thierry de Polis et puis Marco Ponzi. Et donc, dans ce petit livre, vous avez publié 2 traités italiens du XVIe siècle, écrits par 2 humanistes intellectuels, qui tous les 2 trouvent le tarot fascinant et qui essayent de comprendre le sens symbolique de la suite d'atouts. C'est-à-dire exactement ce qu'on est en train de faire tous ensemble ce soir, les amis, et tout ce qu'on fait depuis des siècles. En fait, le tarot, depuis toujours, et même en Italie où il est né, très vite, il a fasciné tout le monde. Parce que c'est une œuvre et un jeu de cartes exceptionnellement intelligent. Autant les règles, le jeu est génialissime, que le sens allégorique et symbolique de la suite de 22 atouts qui est unique dans l'histoire des jeux de cartes, qui n'a pas été fait avant, pas fait après. Donc, vous avez dans ce petit livre 2 humanistes italiens intellectuels au XVIe siècle qui commentent, selon leur symbolique de leur temps, la suite d'atouts. Le battleur, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Vous comprenez à quel point c'est important ce document? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Voilà, je vous donne accès à ce type de document dans la formation. J'ai traduit le tableau qui a été proposé par les auteurs, je l'ai traduit en français, et donc vous avez, un tableau en 2 parties avec les significations des 2 auteurs, et on voit en quoi ça se ressemble, en quoi ça s'écarte, c'est à peu près cohérent, et ils considèrent tous les 2, peu ou prou, que la suite d'atouts du tarot représente, ni plus ni moins, le parcours de l'âme d'un chrétien qui chemine sur terre, puis qui meurt, puis dont l'âme vit une existence post-mortem, et qui monte au ciel après avoir possiblement passé un peu de temps en enfer. Donc voilà qui est intéressant. Et il parle 1 siècle et demi après la naissance du tarot, 1 siècle. Donc ils sont déjà anachroniques, mais beaucoup moins que nous. Bon voilà les amis, j'ai beaucoup parlé ce soir, je vous remercie pour toutes vos questions. Est-ce que vous avez une dernière question peut-être que je peux prendre avant la fin de ce live? Je vais aller voir moi de mon côté si j'en avais une autre. Hop. Quelle était l'autre question? Ah, je vais prendre la dernière. Alors, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la description sous cette vidéo YouTube. Et vous allez voir que dans la description, je vous ai partagé un document que j'ai écrit ce soir, juste avant l'atelier, cet après-midi, en fait, pour vous, que j'ai appelé « Réponse aux questions des internautes ». Donc j'ai créé un document PDF avec les 6-7 questions récurrentes que me posent mes étudiants et les internautes que j'observe. Et il y en a d'autres que je n'ai pas traitées ce soir, donc vous pourrez lire mes réponses. Et surtout, dans ce document, j'apporte
des faits objectifs avec des sources que vous pouvez vérifier par vous-même, et je renvoie à des auteurs, à des travaux, etc. etc. Donc, n'hésitez pas dans la description de cette vidéo à cliquer sur le lien et à télécharger ce document parce que je l'ai fait pour vous, les amis. C'est un partage, un petit cadeau que je voulais vous faire en plus de ce live ce soir. Donc ça, déjà, c'est pour le partage. Tac, tac, tac. Je vais répondre à une dernière question qu'il y avait dans ce document que j'avais prévu. Ça vous laisse le temps, vous, de m'en poser une dernière si vous en avez une qui vous vient. Et puis ensuite, on terminera sur ça et je vous expliquerai la suite de l'aventure. Vous verrez dans le document que je vous invite à télécharger que la dernière question, c'est une question que j'ai vue dans le live d'un tarologue récemment, quelqu'un qui posait cette question, quoi. Qu'est-ce que ce sont les arcanes mineurs? Et moi, je vous réponds ce soir que ce n'est rien. C'est rien, les arcanes mineurs. Parce que arcane mineur est une expression qui n'a pas de sens. Voilà ma façon de vous répondre. Je vous avais dit au départ, attention, attachez vos ceintures. Hein. Là, dans les années qui viennent, moi, je vais secouer le cocotier du tarot dans tous les sens. Je vais renverser la table. Je vais essayer, du moins. Arcane mineur, c'est une expression des occultistes comme arcane majeur qui ont, pour des raisons qui leur sont propres, renommé ce qui était déjà bien nommé, avec des appellations plus magiques et plus mystérieuses, qui apportent du flou et de la confusion, à mon avis, parce que le tarot historique tel qu'il est apparu est déjà en soi un outil et une œuvre révolutionnaire pour laquelle déjà 45 ans d'études scientifiques ne suffisent pas pour épuiser sa signification et la compréhension de ses symboles. Donc le tarot est déjà en soi extraordinaire. Donc il n'y a pas besoin de le rendre plus kabbalistique, plus magique qu'il n'est. Il n'y a déjà pas d'équivalent dans le monde à cette œuvre. Vous comprenez, les amis? Ça, c'est un peu pour répondre encore à Vincent L. C'est, mon cher ami, il est déjà magique, le tarot, en fait. Et donc, c'est pas en rajoutant de l'ésotérisme du 19e siècle qu'on va le rendre plus magique. C'est déjà une œuvre qui est exceptionnelle. Exceptionnelle à plein de titres. À plein de titres. Donc, il n'y a pas d'arcane mineur. Il y a des cartes numérales et des cartes de cours. Ce qu'on appelle, et ce que vous appelez, chers amis, arcanes mineures, ce sont les cartes du jeu de cartes classique. Il faut bien le comprendre. Les cartes sont apparues avant le tarot. Il n'y avait pas ces emblèmes, il n'y avait pas ces enseignes et ces couleurs, évidemment. C'était les enseignes italiennes dites latines, à l'origine. Donc le jeu de cartes est arrivé en Europe. On n'a pas inventé, nous les Européens, les cartes. Elles sont venues d'Asie, elles ont été sans doute charriées par le monde musulman mamelouk, égyptien pour le coup, au XIVe siècle en Europe. Toutes les sources et documents historiques qu'on possède, d'Européens qui parlent des cartes autour des années 1360, 1370, 1380, donc la fin du XIVe, disent tous il est arrivé un jeu chez nous. Il n'y a personne qui dit on a créé un nouveau jeu de cartes et tout, non. Le jeu de cartes est arrivé chez nous, dans tous les pays, donc il est sans doute arrivé par Venise, charrié par le monde musulman. Mais les cartes, elles sont tout de suite adaptées, et c'est les enseignes italiennes et latines, pas les enseignes françaises que vous voyez là, mais c'est le jeu de 52 cartes. Et c'est déjà le jeu de 52 cartes dans le monde musulman, et ils y jouent déjà avec plein de jeux qui existent, des règles qu'on connaît, et qui sont restées en fait. Donc le jeu de cartes arrive vers 1365 en Europe, et puis vers 1435, il faut bien se dire qu'il y a un Italien, sans doute sur commande, qui a inventé un nouveau jeu de cartes, qu'on a appelé plus tard le tarot, et ce type, il faut bien comprendre que, qu'est-ce qu'il a fait pour l'inventer? Il n'est pas parti de rien. Il a fait ce que les Italiens appelaient encore une fois une invention, une invenzione, quelque chose comme ça. Il est parti d'une base qui est le jeu de 52 cartes. Il a rajouté un honneur dans chaque couleur, ce qui fait 14 cartes numérales par série au lieu de 13. Donc il a rajouté la dame, parce que la dame n'était pas là originellement dans les cartes, c'était valet, cavalier, roi. Donc il a rajouté une dame, le créateur du tarot. Ce qui a fait 56 cartes numérales, ce qu'on appelle arcane mineur, mais c'est des cartes à points, 56 cartes à points et non pas 52. Et il a ajouté par-dessus ça une 5e suite composée d'atouts, 22 atouts. Et donc quand on dit carte à points ou carte numérale, quand on appelle les cartes de cours, les honneurs, les têtes, les figures ou les cartes de cours, quand les atouts, on les appelle triomphe ou atouts, on est en train de parler de la nature de ce que sont ces cartes, et ça nous permet de comprendre leur rôle et aussi leur rôle symbolique.
Quand on dit arcane mineur, pour moi, je ne sais pas, ça réfère à rien. Il n'y a aucun référent derrière. Le mot arcane en français veut dire mystère, ça ne veut rien dire. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un mystère? Il n'y a pas de mystère mineur. Les cartes à l'époque du créateur du tarot ne sont pas un mystère. Ce sont des cartes, c'est les cartes de 5. Vous voyez, ça c'est vraiment, ça arrive à la fin du 18e siècle. Arcane mineur, ça c'est 19e. Arcane mineur, arcane majeur, cette histoire elle a été faite aussi. Isabelle Nadolny avait trouvé la référence des premières mentions de cette expression au 19e siècle. Voilà. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle arcane mineur. Il n'y a pas d'arcane mineur, il n'y a pas d'arcane majeur. Il y a des cartes numérales auxquelles ont été ajoutées une dame, et en plus de ces 4 séries d'enseignes de couleurs, ont été ajoutés 22 atouts. Et il se trouve que cette série nouvelle de 22 atouts, richement illustrée, en plus d'être des atouts dans l'aspect ludique, propose un système de représentation du monde humaniste, chrétien et intellectuel de l'époque. Vous voyez ? Et qu'est-ce que cette suite d'atouts exactement veut dire? Les historiens sont toujours en travail pour essayer de le comprendre, bien qu'ils aient avancé. Et donc, quand j'entends aujourd'hui des chers confrères tarologues dire le tarot, c'est un langage à décrypter, et qu'ensuite ils partent sur des symboliques du XXIe siècle pour parler du langage du tarot, non, bien sûr que le tarot c'est un langage, les amis. Mais si c'est un langage, c'est le langage de son créateur. Le langage du tarot, c'est le langage du créateur du tarot. Et lui, qu'est-ce qu'il avait comme langage? C'était un italien, sans doute florentin ou bolognais, de la première partie du Quattrocento, qui était un humaniste, catholique. Et donc, son langage à lui, c'est ça qu'on trouve dans le tarot. Le langage du tarot est le langage de son créateur, qui était la personne que je vous ai décrite. Ça, c'est l'hypothèse la plus réaliste, les amis. Et cette personne a créé le tarot, sans doute entre 1435 et 1440, puisqu'on sait maintenant, preuve à l'appui qu'en 1440, le tarot existe à Florence. Et il est parti pour créer son jeu de tarot, du jeu de 52 cartes qu'il a étoffé et agrandi avec la suite des 22 atouts. Vous voyez, c'est ça le design initial du tarot. Et dans ces 22 atouts qui forment une séquence intellectuelle, c'est un programme, il a dit quelque chose de son temps, avec son langage d'humaniste chrétien de son temps, et pour pouvoir retrouver ce langage, on ne peut pas rester au XXIe siècle. On est obligé, pour pouvoir retrouver ce langage, on n'a pas d'autre choix, de remonter le temps, grâce aux outils et aux méthodes historiques et scientifiques, pour savoir quel était le langage des humanistes chrétiens, italiens, florentins ou bolognais ou ferrarés de 1435. Et quand on aura retrouvé leur langage à eux, le contenu de leur cerveau à cette époque, quels symboles ils avaient en tête, qu'est-ce que ces symboles signifiaient, là, on se rapprochera du sens de ce qu'on a dans le tarot, les amis. Je crois que c'était une parfaite conclusion. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence ce soir à ce live. J'espère que c'était assez clair pour vous. J'espère que ce propos vous a intéressé et surtout a suscité votre curiosité. J'espère que vous vous dites, voilà, une façon un peu différente de parler, d'envisager le tarot. Et c'est excitant, c'est fascinant, voilà. Et pour finir, pour toutes celles et ceux qui ont envie, après cette soirée théorique, de voir ce qu'on peut faire en pratique autour d'un tirage inédit, eh bien je vous invite à vous inscrire sur la billetterie que vous trouverez tout en haut du chat, mais je vais vous la remettre. Non, je vous la remettrai, oui. Je vous la remettrai. Tac, tac. Vous inquiétez pas, je vous la remettrai dans le chat ou dans les commentaires, mais tout en haut du chat, si vous remontez, vous trouverez la billetterie. Atelier tirage le jeudi 3 juillet dans une semaine pour voir tout ceci, comment maintenant ces cartes, ces symboles, ces archétypes peuvent s'exprimer en tirage, qu'est-ce que ça peut vous dire à vous, pour le coup, au XXIe siècle, comment on peut actualiser ces vieilles symboliques, vous voyez. Donc ça, ce sera pour la partie pratique. Et surtout, si tout ceci vous intéresse, eh bien, restons en contact. Donc, envoyez-moi vos coordonnées ou abonnez-vous à ma newsletter. Vous trouverez
tous les liens, hein, soit dans la description de la vidéo, soit dans le chat. Restons en contact, recevez ma newsletter, parce que là, tout l'été, je vais lancer les universités d'été de mon école du tarot réaliste, et donc je vais faire des conférences sur des thèmes précis. Je ne sais pas, par exemple, quels sont les thèmes objectifs historiques du tarot. Je ne sais pas, le thème de la maternité, le thème de la folie, le thème du pouvoir, derrière quelle figure il s'exprime, etc. Il y a tellement de choses à dire. Et puis on pourra encore faire du pratique, des ateliers pratiques, et puis surtout, à partir de septembre, j'ai tous les cursus de formation qui vont se renouveler. Donc pour ceux qui ont envie de rejoindre cette aventure et de découvrir ce qu'on peut faire en formation, eh bien rejoignez-moi, abonnez-vous à mes réseaux. Et voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit. Un grand merci Marvin, merci pour ta présence et pour ton commentaire. Téléchargez la fiche qui est dans la description de la vidéo que j'ai faite pour vous, mes réponses à vos questions. Rejoignez mon prochain atelier tirage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous trouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Découvrez mon site, formez-vous au tarot réaliste. À très bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Belle soirée à vous.